Bonsoir à tous. En Europe et partout ailleurs, notamment aux États-Unis, la qualité de l'eau fait l'objet de certaines inquiétudes. Depuis maintenant de nombreuses années, sur tous les médias de l'île, le sujet de l'eau a été débattu et a fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques. À l'époque, au centre des préoccupations des Guadeloupéens, essentiellement les coupures d'eau assorties des tours d'eau. Pourtant, si cet axe mérite qu'on s'y arrête, ce soir nous aborderons sur le plateau de Que les choses soient dites un autre aspect, la qualité de notre eau, celle que nous buvons, celle où nous nous baignons, celle qui coule dans nos robinets. Beaucoup de qualificatifs concernant l'eau qui irrigue notre quotidien ont été avancés tels impropre à la consommation, non potable, chlordéconée, polluée et j'en passe. À partir de là, comment faire pour redonner du sens à notre label « L'île aux belles eaux » ? La notion de fatalité doit-elle être définitivement intégrée dans le fonctionnement de tout un chacun ? Quelle sera ce soir la position de nos invités, du noyau dur et des téléspectateurs sur cette thématique abonnés à l'eau trouble? Voilà un petit peu ce qui va être débattu ce soir, l'eau. Alors certains m'ont dit l'eau dans tous ses états, mais comme vous le voulez, on va mettre sur ce plateau la transparence, la vérité, avec des invités qui sont là, ceux que vous connaissez, Evita Chevry, Harry Ancelade, Raymond Otto, mais aussi, nous avons Dominique Laban, un homme que vous connaissez bien, il est directeur de l'Office de l'eau de Guadeloupe. Germain Parent à ses côtés, association de défense de consommateurs de l'eau. Donc avec lui, nous verrons aussi ce sujet. Mais nous avons Ferdi Louisi qui doit nous rejoindre d'ici quelques instants. Il est bien sûr le maire de la commune de Goyave. Il est le président du Parc national de la Guadeloupe. Il est aussi le président du conseil d'administration ACP Environnement. C'est une association qui s'occupe des problématiques d'environnement dans la Caraïbe. Voilà pour une présentation assez rapide de nos invités avec une thématique qui ne manquera pas de vous intéresser. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être là et surtout, Dominique Laban, je débuterai avec vous, puisque je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le président, le directeur de l'Office de l'eau. Alors, parlez-nous rapidement de l'Office de l'eau pour ceux qui nous écoutent, quelle est sa mission et surtout de quoi s'occupe l'Office de l'eau. Alors, d'accord. L'Office de l'eau, merci pour cette invitation. L'Office de l'eau, c'est un établissement public administratif qui est rattaché au conseil départemental et qui a pour mission essentielle l'étude et le suivi de la ressource en eau, les eaux littorales, les eaux de surface, les rivières, les cours d'eau et les eaux souterraines, et pour en assurer leur préservation. Donc, nous le faisons en partenariat étroit avec l'Office français de la biodiversité, puisque pour le compte de l'Office français de la biodiversité, nous assurons l'application d'une mesure européenne, la directive cadre européenne, sur le suivi des milieux aquatiques. Et donc, l'Office est l'opérateur du suivi de la qualité de l'eau dans les milieux. Et donc, notre objectif prioritaire, c'est de tout faire pour que nous atteignions à l'horizon 2027 le bon état des masses d'eau, c'est-à-dire que qu'entendez-vous par masse d'eau pour ceux qui nous écoutent? C'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire les eaux littorales, les cours d'eau, les rivières et les eaux souterraines. Donc, pour y parvenir, on procède à des analyses, des prélèvements avec des bureaux d'études agréés où on vérifie la qualité environnementale des milieux et la qualité physico-chimique des milieux. Et donc, sur chacun de ces milieux identifiés, on est en mesure de faire un état des lieux
sur des indicateurs, des normes de qualité environnementale qui nous disent régulièrement si ces masses d'eau sont conformes aux directives européennes, puisque tout le monde sait que l'activité humaine génère des pressions sur ces milieux et que la ressource que nous collectons, elle s'inscrit dans le cadre du Code de l'environnement, c'est de réparer les dégâts causés au milieu par les activités humaines. D'accord. Donc, en clair, si cette eau n'est pas polluée. Alors, on a des sujets de préoccupation parce que, comme je vous le dis, les pressions s'exercent sur des zones avec une forte intensité. On pourra en débattre si vous le souhaitez, mais on réalise un état des lieux. Et donc, dans cet état des lieux, on a un programme de mesures qui nous permet de mettre en place des actions correctives pour réparer justement les préjudices causés au milieu. Donc ça, c'est une première mission. On a une deuxième mission, c'est l'assistance des opérateurs du service public de l'eau et de l'assainissement pour les aider à remplir leur mission en fonction des stratégies qu'ils ont décidées. Et puis, le troisième sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est de promouvoir toutes les actions de formation qui permettent au personnel, mais pas que, aux institutions, de bénéficier de programmes de formation qui leur permettent de mieux s'approprier les enjeux de la préservation de la ressource en eau et donc de déclencher avec des experts des actions de formation. Alors, on peut aussi développer, c'est le cas avec l'Office de l'eau de la Martinique, des actions de coopération dans le domaine de l'assainissement. On est en train de promouvoir un dispositif de traitement des rejets d'assainissement avec des filtres plantés de végétaux dans la Caraïbe, avec Cuba, avec l'île de la Dominique, avec Sainte-Lucie, de manière à mutualiser les bonnes pratiques qui nous permettent d'avoir recours à des solutions fondées sur la nature pour préserver nos milieux. Alors, pour réaliser nos missions, on collecte des redevances selon le principe du Code de l'environnement, pollueur-payeur, et ces redevances sont réinjectées à travers un plan pluriannuel d'intervention de l'Office de l'eau, qui est validé par le Comité de l'eau et de la biodiversité, et qui définit des priorités dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Donc nous faisons ça au quotidien et nous développons des actions régulièrement pour traiter, trouver des solutions aux maux qui nous concernent, qui sont multiples, et travailler en active collaboration avec les institutions, tous les établissements publics qui interviennent dans le domaine de la biodiversité, pour que d'ici 2027, tous les moyens soient mis en œuvre pour que la qualité des milieux soit bonne. Donc la qualité des milieux, j'ai retenu que vous avez dit que vous travaillez aussi aux côtés des acteurs qui s'occupent de l'eau, en général de l'eau potable, on va dire. Pas forcément. De l'eau en général. De l'eau en général. Oui. D'accord. Maintenant, Germain Parent, donc vous faites partie de, on va dire, des piliers qui ont milité depuis tantôt pour, tout d'abord, au niveau de l'eau. Alors, les factures d'eau, les impayés, etc., la qualité de l'eau, les coupures d'eau, les réseaux. On vous connaît depuis maintenant combien d'années? 30 ans? 40 ans? 30 ans. 30 ans. 30 ans à vous battre pour que les Guadeloupéens aient de l'eau en quantité et en qualité. 30 ans pour faire comprendre à tous les responsables, et je le dis bien, je pèse les mots, tous les responsables guadeloupéens qui avaient la charge et la mission de l'eau, qui était le leur, c'est 37 ans de décentralisation qu'on a remis cette mission-là dans les mains de nos compatriotes et qui n'ont pas su gérer cette affaire. Et ce qui fait que depuis 1997, je ne cesse de répéter sans cesse ce qu'on est en train de débattre aujourd'hui. L'eau est empoisonnée. L'eau est empoisonnée. Et c'est le ministère de l'Environnement même qui le dit. Nos terres sont empoisonnées. Ça veut dire qu'avec les ruissellements de l'eau, l'eau aussi attrape un coup. Et notre canalisation qui est vétuste,
qui est troué avec 60% de trous dedans, eh bien, tous les ruissellements d'eau, ils y passent. Et je ne parle jamais sans document ou sans dire des choses vraies, parce que j'ai prêté serment pour dire la vérité, rien que la vérité à ce niveau-là. Je n'ai pas le temps de me cacher derrière quoi que ce soit, et je ne vais pardonner personne à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait un document depuis en 1997 pour annoncer dans toutes les communes de la Guadeloupe là où il y avait des problèmes. Et tout est là. Personne n'a voulu croire. Et en l'an 2000, on m'a traité de fou. Et rappelle à Yves Boissé, pardonnez-moi l'expression de le dire comme ça, que je venais avec le feu Rodriguez ici, dénoncer un certain nombre de choses avec le docteur Kabilek et le docteur Manusseux qu'on a évincé en Guadeloupe pour dire que l'eau était empoisonnée. Et nous avons parcouru l'ensemble de la Guadeloupe pour nous faire entendre. Il y en a qui nous ont jugés très mal parce qu'on faisait des blocages et des barrages de route pour nous faire entendre. Personne n'a voulu croire. Et aujourd'hui, monsieur tout le monde en Guadeloupe, comme au par hasard, connaissent qu'il y a des problèmes, ils savent qu'il y a des problèmes et peuvent trouver des solutions aujourd'hui. Alors moi, je suis là pour leur dire quelle sera la solution amenée, parce que j'ai fait preuve de vaillants hommes et de confiance à la population pour m'écouter et pour aller déposer plainte jusqu'au tribunal pénal à Paris pour dénoncer empoisonnement plus de 30 ans sur notre population. Merci, voilà. Germain Parent. Et j'en passe, il y en a d'autres que je vais démontrer. On va revenir tout à l'heure. On essaye de faire un petit tour de plateau. Alors, il est important quand même et peut-être que je vais le faire avec vous, Dominique Laban, sinon j'ai les éléments en ma possession, ou avec Ferdi Louisi, il est important quand même de placer les choses. Alors, nous avons l'Office de l'eau, nous avons l'ADEAL, nous avons l'ARS, et nous avons qui chacun a ses compétences, chacun dans son compartiment. Vous avez parlé de l'Office de l'eau. L'ADEAL, est-ce que vous voulez nous en parler aussi? Et l'ARS, rapidement, pour que les téléspectateurs puissent comprendre de quoi nous parlons et quel est le rôle et la mission de chacun autour de l'eau en Guadeloupe. Alors, bon, soyons clairs, moi je vais parler de ce qui me concerne, de l'Office de l'eau. En revanche, je travaille avec des partenaires. Il y a une autorité sanitaire en Guadeloupe, tout le monde la connaît, c'est l'ARS. Oui. Donc, sa mission, c'est d'assurer la conformité de la potabilité de l'eau. Je tiens à le préciser, l'eau potable, c'est une préconisation de l'Agence régionale de santé. Donc, l'Office n'intervient pas dans ce domaine. Il y a des prélèvements qui sont opérés par le service public de l'eau et de l'assainissement en termes d'autocontrôle, mais il y a aussi d'autres prélèvements qui sont réalisés par l'ARS sur la potabilité de l'eau. Donc, je ne peux pas parler à sa place, c'est sa compétence. Il y a une autorité environnementale qui est la direction de l'environnement que tout le monde connaît, qui, elle est chargée de vérifier dans la mise en œuvre des différentes procédures la conformité, le respect d'un certain nombre de mesures de protection, parce que, comme vous le savez, de plus en plus, que ce soit les normes d'urbanisme ou que ce soit les normes de réalisation d'activités économiques, elles sont soumises à des autorisations de classées protection de l'environnement pour justement éviter que les rejets liés à l'activité humaine ne causent des dégâts sur les milieux. L'ADEAL, c'est aussi le suivi au niveau des rivières, mais aussi des cours d'eau. C'est la police de l'eau. Donc, la police de l'eau, c'est qu'elle vérifie par rapport à des protocoles clairement établis si les conditions de prélèvement de l'eau dans les périmètres de captage sont conformes, si les conduites sont conformes, si le mode d'exploitation répond à des normes précises au regard des populations qui sont desservies. Et donc, elle a un pouvoir de police. Donc, elle est censée vérifier la mise en œuvre des systèmes d'exploitation, à la fois pour l'eau, mais aussi pour tout ce qui concerne les activités économiques, le tissu économique. Il est multiple. Sur Jarry, par exemple, on a de grosses installations. On peut citer les cimentières, on peut citer les distilleries, on peut citer le secteur agricole aussi, parce qu'il y a aussi la direction de l'agriculture et de la forêt qui intervient sur des actions réglementaires. Donc, on a un dispositif très réglementé. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que
Dans la famille de la biodiversité, il y a d'autres établissements publics, le Parc national, présidé par M. Louisy. Il y a le Conservatoire du littoral qui s'occupe de la préservation des zones littorales. Il y a l'Office national des forêts qui gère des forêts domaniales. Donc, si vous voulez, il y a chacun, en ce qui le concerne, il a une mission de sécuriser, de protéger les périmètres et qui leur sont confiés par la loi, et donc d'être vraiment attentif à l'évolution de ces milieux, de manière à ce qu'ensemble, on converge vers un objectif commun, assurer dans la durée la qualité des milieux dans lesquels nous vivons. La Guadeloupe est un archipel exceptionnel, et donc l'objectif aujourd'hui affiché de plus en plus, c'est de tout faire pour que ces milieux soient préservés, que ces milieux soient protégés et que les habitudes de chacun de nous changent, évoluent dans le bon sens. Et donc, de ce point de vue, il y a beaucoup d'actions à mener dans le domaine éducatif. Nous le faisons. Et nous le faisons en bonne intelligence avec l'ensemble des partenaires. Merci. Ferdi Louisy, un petit complément. Merci de nous avoir rejoints, puisqu'il est important, avant d'entrer en plein cœur de ce débat sur l'eau, de bien mettre chaque acteur à sa place. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres précisions là-dessus? Donc, on a parlé de l'Office de l'eau, l'ARS, l'ADEAL. Oui, effectivement, il est important, et bonsoir à tout le monde, important de mettre chaque acteur à sa place, d'autant plus, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des multi-acteurs dans le domaine de l'eau, mais qui touchent également tout le domaine de la biodiversité. Et ce qu'on ne sait pas assez souvent, c'est que l'eau fait partie de la biodiversité. Et ces acteurs sont institutionnels, à la fois sous des institutions locales, mais aussi sous des institutions de l'État, mais vous avez aussi des acteurs privés que sont les exploitants, à qui nous confions soit des délégations de services publics pour assurer la gestion au quotidien, parce que si je prends l'exemple de l'irrigation, le conseil départemental a la compétence, mais a confié l'exploitation à une société privée. Si je prends l'exemple de l'assainissement ou de l'eau potable, il existe des délégations de services publics, notamment sur la communauté d'agglomération du Nord de Basse-Terre, pour des communes comme le Lamentin, Déhé et Pointe-Noire, confiées au SMGAG maintenant, qui est aussi un acteur de l'eau, puisque c'est l'opérateur unique sur le territoire depuis la loi d'avril 2021, l'opérateur unique sur le territoire en matière d'assainissement et d'eau potable. Et il est important de ne pas dissocier l'eau de l'assainissement et des autres milieux aquatiques. Et je crois que Dominique Laban, monsieur le directeur de l'Office de l'eau, l'a bien précisé. On est sur un ensemble de biodiversité et un certain nombre de facteurs sur lesquels nous devons intervenir, être vigilants. Le parc national, par exemple, qui est un acteur majeur en termes de biodiversité sur le territoire de la Guadeloupe, a en son sein, notamment en cœur de parc, la majeure partie de la ressource en eau de la Guadeloupe. Et nous devons, dans le cadre de nos missions, d'être vigilants sur la préservation de ces ressources pour qu'elles soient mises à la disposition des populations, quand bien même la plupart des captages se situent en dehors du parc, mais qu'on constate pour les rivières, elles partent quasiment toutes de la montagne, et la montagne de la Basse-Terre fait partie du parc national de la Guadeloupe. Et puis il y a aussi, au niveau de l'Office français de la biodiversité et petit à petit au niveau de l'Agence régionale de la biodiversité, les problématiques liées aux eaux souterraines qu'on retrouve beaucoup en grande terre, ce qu'on appelle des nappes phréatiques, si je peux me permettre cette expression technique, qu'on retrouve beaucoup en grande terre, qu'on retrouve aussi à Marie-Galante. Et puis, sous la Désirade et sous les Saintes, ils sont connectés sur le réseau d'eau potable de la Guadeloupe. Donc vous voyez, il y a un multi-acteur. Tout est lié, finalement. Tout le monde est lié, tout le monde est concerné et quasiment tout le monde est responsable. Tout le monde est coupable? Responsable. On dit Alors, responsable et pas coupable. Coupable, c'est lorsque vous êtes jugé et condamné. Non, coupable sans être jugé. Mais vous êtes coupable de quoi, maître? Non, mais je dis la culpabilité. La présomption d'innocence. Le nombre de personnes qui se sentent coupables parce qu'elles n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire. Là, ça c'est la morale. Là, vous rentrez dans un domaine moral et moi je parle de domaine. J'essaie de rester pragmatique en parlant de droit.
Et là, vous faites de la morale. Il faut que tu parles dans le micro. Il y a le micro, donc on n'entend pas bien. C'est bon. Maintenant, je ferme cette parenthèse. Donc, on va dire au niveau de l'eau, donc tout est lié. Alors, il y a un débat depuis longtemps, mais qui commence à prendre, et on parle de pollution de notre eau. Alors, Germain Parent nous disait tout à l'heure qu'il se bat depuis 30 ans et qu'il parle de pollution de l'eau. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça depuis quelque temps. Pollution de l'eau, est-ce qu'on peut parler de pollution quand on parle des cours d'eau, quand on parle des rivières? On a vu que c'est revenu avec des illustrations de Germain Parent. On a vu, lors de l'ouragan Tammy, on a fait remonter encore des choses. Donc avec vous, j'aimerais bien qu'on y aille et qu'on y aille franco lorsqu'on parle de pollution de l'eau, identifier qui pollue et surtout savoir en fin d'émission ou en deuxième partie d'émission, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai parlé tout à l'heure de fatalité. Est-ce que c'est une fatalité que notre eau soit polluée et qu'on devra vivre avec dorénavant? Donc, nous verrons tout ça. J'ai vu que c'est vrai dans beaucoup de pays, on parle de pollution de l'eau. D'ailleurs, j'ai lu un mot qui m'a beaucoup interpellé et choqué. On ne l'entend pas beaucoup ici, polluant éternel. Alors, lorsqu'on parle d'éternité, moi, ça me parle parce que je me dis polluant éternel, ça veut dire qu'on ne va pas s'en sortir. Aux États-Unis, on parlait de polluant éternel, au Canada et ailleurs. Alors, est-ce qu'ici, on peut employer ce mot de polluant éternel et on va le planter avant de discuter vraiment de cette affaire de pollution? Alors, polluant éternel, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, si on rentre dans l'état des lieux des pollutions, comme je vous l'ai dit, on présente aux différents partenaires du Comité de l'eau et de la biodiversité un état des lieux qui restitue le contenu des analyses qui sont faites par l'Office de l'eau sur les milieux. Très concrètement, dans les pollutions, on a identifié quelque chose que tout le monde connaît. On le publie régulièrement dans les chiffres clés de l'eau, où on donne des indicateurs clairs, nets et précis sur le suivi des milieux. Tout le monde sait aujourd'hui qu'en Guadeloupe, on a un vrai problème sur les rejets de l'assainissement. Pourquoi? Parce que il y a des équipements qu'il faut remettre en conformité. Des obsolètes. Mal entretenus. Je ne dirais pas qu'ils sont obsolètes, je dirais qu'il faut les remettre en conformité. Bon, ça relève de l'autorité organisatrice unique qui est en Guadeloupe désormais, qui a la compétence assainissement et qui, dans son programme de mesures, doit élaborer une maquette financière sur la remise en conformité de ces dispositifs. Ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, alors il y a l'assainissement sur les grosses stations d'épuration, les petites aussi, en dessous de 2000 équivalents habitants, qui sont non conformes pour une grande majorité. Et puis, il y a, on commence à toucher du doigt le problème de l'assainissement non collectif, c'est-à-dire l'assainissement de chacun d'entre nous. J'aurais tendance à dire que tout le monde pollue. Bon. Et nous, à l'Office de l'eau, au conseil d'administration, on a validé une doctrine qui est la suivante. Nous n'accompagnerons que les projets qui ont un impact sur la qualité des milieux. C'est-à-dire que les financements de l'Office de l'eau sur l'assainissement vont être ciblés sur les zones dans lesquelles on a identifié une dégradation significative des rejets. Alors, quand je vous parle des rejets de l'assainissement, on y trouve beaucoup de choses. On y trouve des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, un peu tout, parce que dans la pratique des gens, on déverse dans les toilettes beaucoup de choses, des médicaments périmés, etc. Bon. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est, sur les petites stations inférieures à 2000 équivalents habitants, lancer un appel à projet et voir avec les bailleurs sociaux qu'on connaît tous, quelle est la possibilité que l'Office a de les accompagner
pour remettre en dispositif. Alors, nous viendrons en deuxième partie sur ce que vous avez mis en place ou ce que vous essayez de mettre en place pour justement pallier à cette problématique de pollution. Nous ferons un état des lieux, nous poserons les choses et j'aimerais vraiment qu'on arrive à cela et que vous puissiez nous parler de cela aussi, cette affaire de polluants éternels, parce que ça, on en parle. Ici, on n'en parle pas. On peut dire que ça n'existe pas. Alors, j'ai cherché ce que c'était que les polluants éternels. Et on trouve les produits chimiques, on trouve des choses comme ça. Mais ailleurs, ça ne fait pas peur parce qu'on en parle. Et même certains pays vous disent que ça ne doit pas faire peur, quoique très à prendre en compte. Donc, nous y reviendrons. Nous marquons juste une courte pause et nous y reviendrons, puisque je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Et je me suis demandé, est-ce que nous, ici en Guadeloupe, nous ne pouvons pas, nous aussi, ou est-ce que nous ne sommes pas concernés par cela, par ces polluants éternels. Nous y arriverons d'ici quelques instants. Voilà, nous revenons au sein de notre émission sur l'eau. Donc, nous parlons essentiellement de la pollution de notre eau de Guadeloupe. Et je termine donc avec Dominique Laban. Donc, vous terminez votre propos et puis nous poursuivons. Succinctement la question de l'assainissement, mais on trouve aussi d'autres sources de pollution, notamment les pesticides. Un pesticide qu'on connaît tous, le chlordécone, le glyphosate et d'autres dérivés pour le développement du tissu agricole. Bon, donc ça, c'est un inventaire assez sommaire. La donnée sur les substances trouvées dans les milieux, elle est disponible sur le site de l'Observatoire de l'eau. Oui. Donc, tout le monde peut se renseigner à ce sujet. Mais je ne peux pas considérer qu'un archipel comme la Guadeloupe peut être impacté par des pressions qui sont insolvables. Des pressions? Oui, des pressions. Vous avez dit des polluants. Oui. Comment? Éternels. Bon. Moi, ça vous convient pas? Ça me déconcerte parce que je travaille pour arriver à un bon état des lieux à l'horizon 2027. Donc, je mobilise tous les partenaires locaux, européens, mondiaux, parce que j'ai foi en la recherche et en l'innovation. Donc, on arrive aujourd'hui à juguler des maladies qui auparavant étaient insurmontables et aujourd'hui, on a des bons traitements. Alors, est-ce que c'est une question de foi ou une question de réalité? Alors, je vais vous dire, un polluant éternel, la définition, c'est quoi? C'est une substance chimique qui ne se décompose pas dans l'environnement et qui reste dans l'atmosphère pendant des années. Ces substances sont produites par des activités humaines, comme la combustion de combustibles fossiles ou le rejet de produits chimiques industriels, etc. Donc, c'est ça, un polluant éternel. Oui, et c'est vrai que ça peut nous faire peur de dire ça. Ça ne veut pas dire, quand vous dites ça, que la recherche et l'innovation s'intéressent à ces sujets et essaient de trouver des solutions. Donc, moi, je ne peux pas faire croire aux jeunes générations guadeloupéennes que dans 30 ans ou 50 ans, on est tous condamnés parce qu'on a des polluants éternels. Mais c'est ce que j'ai dit préalablement, que effectivement, on en parle, mais que pour certains scientifiques, ce n'est pas une fatalité. Ça, je l'ai dit quand j'ai parlé de polluants éternels. Mais lorsque vous regardez, beaucoup de pays, aujourd'hui au Canada, aux États-Unis et pas que, parlent de polluants éternels. Pour eux, ça a du sens. Madame Boissé, vous avez entendu que l'Université des Antilles-Guyane, elle est très performante. Elle est classée dans les 10 meilleures universités de recherche, d'innovation et de développement. On a une école d'ingénieurs, d'accord? Moi, j'ai foi en la capacité que nos jeunes Guadeloupéens ont de s'intéresser aux problèmes et de rechercher des solutions.
je ne peux pas fermer la porte en disant on est condamné, on s'en tient à ça. Non, les choses sont évolutives, les choses sont dynamiques, la recherche, elle est permanente, l'innovation, elle est constante. Nous, à l'Office de l'eau, on accompagne beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui veulent engager des parcours dans les filières de la biodiversité. On le fait, mais à haut débit, parce qu'on considère que ce sont des niches qu'il faut explorer, qu'il faut développer et qui permettront au pays de préserver une qualité qui est assez exceptionnelle. Merci. Et puis on va continuer avec vous, Harry ou Chadi. Alors, parce que finalement, j'ai remarqué qu'à chaque fois tu fais une intervention, tu parles de grands États. Et justement, c'est intéressant parce qu'en réalité, nous souffrons de mots de pays industriels alors que nous n'avons rien industrialisé. C'est un peu surprenant parce qu'il y a quelque chose qui me... quand on parle de la Guadeloupe et on parle des mots actuels, on penserait qu'on est un pays industriel. On pollue et on ne produit rien. On ne produit pas grand-chose, il faut être honnête. Ça veut dire, si nous enlevons le chlordécone, où on a, et on sait pourquoi, parce qu'en réalité c'est une erreur humaine, ce n'est pas une obligation le chlordécone. Ça a été vraiment une facilité à un moment précis pour faciliter, enfin, augmenter la rentabilité de la banane, mais ça n'avait pas une raison fondamentale. Il n'y avait pas une raison de sacrifier une population par rapport au rendement qu'il y avait. C'est des histoires totalement politiques, cette histoire-là. Ce n'était pas de la bonne gestion. Bon. Mais quand on regarde aujourd'hui, quand je regarde, finalement, malheureusement, j'ai le sentiment que ce dont on souffre, que la Guadeloupe souffre, tout ce dont on souffre aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est de la petite gestion qui n'a pas été faite. On n'avait pas de mots extraordinaires, on n'avait aucune raison. On parle d'infrastructure. On avait quoi? Un peu de route, un peu de truc. Quel autre tissu ici en Guadeloupe industrielle? Il n'y en a pas. On n'a rien fait d'extraordinaire. Mais c'est que justement, on n'a pas fait le minimum. On parle de pollution, on n'a pas géré, tout bêtement, on n'a pas géré le minimum qui était de faire du contrôle. Par exemple, sur l'eau, il y avait des structures, le fermier faisait son autocontrôle, il y avait les RS qui devaient faire le gendarme en faisant des contrôles. Je veux dire, c'était pas des choses extraordinaires. Simplement, c'est qu'on n'a rien fait. On ne pratiquait pas toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, maintenant, on a pris une conscience. Et en écoutant M. Labon, c'est vrai qu'il a fait une très bonne introduction, mais j'ai l'impression qu'on a fait un bond extraordinaire, parce qu'au moins dans sa présentation, dans les faits, mais au moins dans la présentation, j'ai trouvé que c'était bien structuré, bien maîtrisé, et je dirais qu'il savait de quoi il parlait. C'est très bien. D'ailleurs, je trouve qu'il est ambitieux, parce qu'il dit en 2027, on doit avoir réglé. Tout ça doit fonctionner en 2027. C'est l'objectif de la BCA. Je dirais, c'est d'un bon optimisme. C'est un bon optimisme. J'ai malheureusement, je ne veux pas faire du pessimisme face à... mais malheureusement, l'expérience que j'ai, c'est... je trouve qu'on a souvent l'art de trouver des solutions pour ne pas faire avancer les choses. Alors, ça, c'est encore une autre façon de concevoir. Ce que je veux dire, c'est que, et c'est un peu l'inconvénient, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de structures. Et malheureusement, quand on multiplie ce genre de choses sur un petit département comme la Guadeloupe, on a l'art de mettre tout en opposition. Et je trouve qu'on a toujours tendance à freiner les actions. Chacun vient freiner l'action de l'autre. Et souvent, on bloque à cause de ça. Et c'est là où, justement... si on veut régler un certain nombre de problèmes, malheureusement, il faut aller à la source. Il faudrait même déjà régler un problème de mentalité, de notre façon de gérer ensemble. Parce que moi, tous les mots que je vois depuis que je suis ici, depuis que je suis arrivé ici, je regarde dans le BTP, dans tout ce que j'ai vécu, mais j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de se tirer en arrière. On n'arrête pas de bloquer le processus, on n'arrête pas d'empêcher d'avancer. Et quand on parle aujourd'hui, on sait faire de l'assainissement, on sait la technique pour faire de l'assainissement. Quand je suis arrivé ici, on savait, ça existait. Mais pourquoi on n'a pas fait d'assainissement? Pourquoi on n'a pas programmé? Pourquoi on a laissé faire tout n'importe comment, etc. Parce que finalement, on fait tout le temps de l'opposition, mais les rares qu'on se mette ensemble en disant, maintenant, voilà un objectif, on essaie d'y arriver. Et ça, c'est l'élément que je trouve inquiétant. Et j'espère que
déjà, on réussira à changer cette habitude-là et à mettre tout dans le même sens pour essayer de ne pas tomber dans ce piège. Dans ce piège dans lequel on... D'accord. Evita, puis on va faire un petit tour avec... Alors, je voudrais tout ensuite. d'abord dire que je suis toujours impressionné, mais ça, c'est le système français. C'est-à-dire la capacité qu'on a, effectivement, Dominique Laban vient d'expliquer sa fonction précise au sein de l'Office de l'eau, et je suis tout à fait d'accord avec Harry. Alors, on entend l'Office de l'eau, on entend l'ADEAL, on entend... C'est-à-dire que ça, c'est le système français. C'est-à-dire que pour une même chose, il y a 36 organismes. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, effectivement, quand on entend l'ambition de monsieur Laban, ben, on peut être, à la limite, on est là, on l'entend, on est devant la télé, on est rassuré, on peut aller se coucher et le lendemain, d'ailleurs, ouvrir le robinet en se disant, ben voilà, nous sommes entourés, voilà, c'est le système français, il y a tous les organismes, etc. Moi, ce que je dis, c'est que la question de l'eau est, pour moi, je pense, un des échecs les plus retentissants que la Guadeloupe, effectivement, doit supporter. Alors, il y a d'abord, évidemment, l'empoisonnement. Ça mérite, évidemment, une émission entière. Mais quand j'entends, et là, on pourra me répondre, peut-être que M. Laban pourra nous répondre, que actuellement, il serait, paraît-il, que l'eau du barrage de Moreau serait chlordéconée et donc contaminerait les terres agricoles. Déjà, je me dis, je rêve. Puisque maintenant, il n'y a pas de doute, tout le monde sait, tout le monde connaît les dégâts du chlordécone, tout le monde a au moins un ami ou un membre de sa famille qui est mort d'un cancer de la prostate. Alors, juste pour répondre à Raymond, et j'en terminerai vite sur la question du chlordécone, sincèrement, Raymond, quand on empoisonne fondamentalement un peuple, en sachant que c'est un poison pendant plus de 20 ans, alors que les Américains l'ont interdit, et quand on finit par l'interdire, il y a 2 dérogations, ça c'est exceptionnel. Si vous me donnez un exemple, cher Raymond, de cas où on a donné des dérogations à un produit interdit, je suis d'accord. Ça, c'est quasiment... Ça, c'est une chose qui... Ça n'a pas de nom de ce qui a été fait. Donc, de dire que c'est une erreur humaine, non. Je ne pense pas que ce soit une erreur humaine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui me semble, puisque la Guadeloupe, qu'on le veuille ou non, tout à l'heure, il vient d'être dit, un archipel comme celui de la Guadeloupe. Je ne mets pas en doute la beauté de ce pays-là. Mais la réalité, c'est que la Guadeloupe a été profondément abîmée sous le plan de l'environnement. Et quand j'entends, comment dirais-je, cette réalité-là, qui est là de tous les jours, des gens qui non seulement n'ont pas d'eau, ça c'est le problème terrible, mais en plus qu'il y a un problème d'eau potable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on est obligé d'acheter de l'eau en bouteille. Or, nous apprenons aussi, parce que la science se vulgarise, que l'eau en bouteille comporte, le plastique comporte des éléments toxiques et qui sont négatifs à l'homme. Donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que la personne qui est devant son poste se dise, mais que peut-on faire? Parce que la pollution, je n'aime pas le terme polluant éternel, parce que derrière ça, il y a une espèce de... personne n'est responsable. Polluant éternel, bon ben voilà, nous subissons tous. C'est faux. Il y a toujours des responsabilités. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, voilà, il y a quand même des choses. Il y a une pollution, on va peut-être essayer d'y remédier, on verra la question, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, évidemment, rien de ce qui est guadeloupéen ne m'est étranger. Donc, je me suis renseignée pour savoir, auprès de spécialistes, pour savoir ce qui se faisait avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, et ce qui se fait maintenant. Quand on sait qu'il y a déjà un problème de délai de contrôle, actuellement, le délai pour contrôler est beaucoup plus long qu'avant. Avant, puisque la Générale des Eaux, dont on a qui a fait l'objet de beaucoup de critiques, mais au moins, qu'est-ce qui se passait au moment de la Générale des Eaux? C'est que déjà, la Générale des Eaux avait un laboratoire.
Et donc, on peut dire qu'en 24 heures, il pouvait donner un résultat. Tandis que nous sommes dans un système actuellement où il y a un laboratoire Carso ou l'Institut Pasteur, et on m'indique, parce que vous doutez bien que je ne suis qu'avocate, on m'indique que le résultat tombe entre 48 heures et 72 heures. Et que souvent, l'information n'est pas donnée au bout des 72 heures, au moins 24 heures. L'information est donnée à l'ARS. Ça veut dire que si l'eau est polluée, eh bien, les gens continuaient à boire pendant plusieurs jours cette eau-là. Donc déjà, il y a un problème qui me paraît hallucinant. C'est qu'on marche à l'envers, puisque le contrôle est beaucoup plus long qu'avant. Et en plus, il y avait une organisation autour de cette distribution de l'analyse autour de la distribution de l'eau qui ne se fait plus. Donc, voilà ce qui pourrait nous intéresser déjà. Bon, je continuerai puisque voilà. Oui. D'accord. Il n'y a pas de problème, je continuerai plus tard, si cela est possible. Ça sera possible. Ah ben oui, ça sera possible. Je suis souple et disciplinée. Donc, il y a Raymond, il y a Ferdi Louisi et il y a aussi Germain Parent. Donc, on va faire quand même un petit tour avec tout le monde. Raymond. Oui, c'est le principe du carrousel, c'est de faire un petit tour. Ils ont déjà parlé quand même. J'essaie de savoir quelle question à laquelle tu as répondu, mais bon, c'est pour ça que je rigolais. Non, plus sérieusement, la question de l'eau, c'est une arlésienne. Et pour une fois, on va essayer de prendre les choses au début. Et je prendrai la fin de ton propos. Mais bien sûr. Il faut qu'on repose les choses dans leur contexte, d'accord? On est parti d'un usage libre de l'eau, c'est-à-dire que le monde de Cayenne, rivière, qui a rempli barriques et tout ça. Est-ce que les gens étaient plus exposés aux maladies? La réponse est non. On est rentré dans la modernité et donc dans l'adduction. Ça veut dire effectivement que du jour au lendemain, tu ne peux plus aller dans la rivière parce que c'est réglementé et donc il faut que tu aies un robinet. Ton usage change parce que lorsque tu savais que tu allais chercher de l'eau à la rivière pour remplir l'espèce de récipient, vase, barrique, ce que tu veux, dernier voyageur, tu n'as qu'à bosser dans l'eau, tu n'as qu'à marcher. Donc tu respectais le milieu aquatique. Lorsque on te met en adduction, tu ne sais plus d'où sort l'eau. Première transformation, puisque c'est ce que vous disiez tout à l'heure qui est vrai. Il faut qu'on se regarde pour savoir comment se rééduquer. On est d'accord? Deuxième chose, toutes les transformations de cette société archipélagique n'est pas le fait d'ici. Ce sont des choses qui ont été apposées. Lorsqu'on est rentré dans le Corbusier, on a créé des immeubles. Les immeubles, il faut que tu envoies l'eau. Le premier schéma de l'eau, il sortait de Cap-Esser, il faisait par Pointe-à-Pitre, Gosier, Sainte-Anne et il arrivait à Anse-Bertrand. Ce n'est pas le truc le plus intelligent qu'on ait pu faire. Par contre, pour faire arriver l'eau agricole, on savait effectivement qu'il fallait le faire passer par Bémao, Mornalo, Veuillez monter. Donc, quelque part, ça me fait assez rire. Comment expliquer qu'on a pu faire arriver plus vite l'eau agricole dans une zone exposée au vent pour faire de la banane? Puisque là, c'est les vraies questions qu'il faut se poser, puisque c'est pour ça que j'ai dit que je vais prendre la suite du propos d'Evita. Parce que là, on a sciemment emmené une eau non contrôlée. Et pourtant, la plupart des instances dont on parle existaient déjà. La question, est-ce que c'était des institutions surf? Je pose la question, parce que j'ai remarqué que généralement, les gens viennent ici pour faire du surf. Mais avec la santé des gens. Je dis ça avec humour, mais je n'ai pas envie de faire de l'humour ce soir. Ça, c'est la première question. La deuxième, aujourd'hui, lorsque je taquinais tout à l'heure Harry, nous avons des structures qui sont vieillissantes, les immeubles. Nous avons encore des chasses d'eau de 10 litres. Pour moi, c'est une occasion, le manque d'eau, de revoir les pratiques et les usages autour de l'eau. Et dernière chose que j'ai envie de dire, concernant les polluants internes, oui, éternel, oui, c'est lapsus, c'est un lapsus. Est-ce que les gens sont prêts à revoir leur maquillage? Vous savez, toutes ces couches de peinture que les gens mettent pour essayer d'être belles, alors que naturellement tu es vilaine. Est-ce qu'on est prêt à revoir ça? Est-ce qu'on est prêt à... Laisse-moi finir. C'est toi qui as lancé polluant éternel. Naturellement tu es vilaine. Mais oui. Moi, je suis contre les gens qui refont ce que la nature a très bien fait. Et d'ailleurs, les gens vilains deviennent... Et pourquoi parler de vilaine alors? Je reviens. Bien fait. La question des polluants, tu as posé la question des...
il faut que tu parles dans le micro. La question des polluants éternels que tu as cité, c'est simplement le fait des nouvelles formes de consommation que nous avons mis en place et qui aujourd'hui, il est plus facile pour nous de déverser en toilette ou encore dans les bidets sans se poser la question de l'impact. En fait, ce qu'Harry disait est vrai. Depuis quelques années, nous avons des experts qui sont hors sol, pour ne pas dire idiots. Ce qui est important à calculer, c'est le taux de concentration de tous ces polluants sur un petit territoire tel que le nôtre. Ce n'est pas de nous comparer à la Chine ou tout ça. Je suis désolé. Lorsque tu regardes, nous, comment on est petits, et lorsque tu regardes la production humaine, je te donne un exemple, on est à Jarry. Et je vais taquiner le président. On est à Jarry, c'est une réserve naturelle. Pourtant, ça n'a pas empêché un maire de mettre plein de bâtiments. Ça n'a pas empêché de détruire la mangrove. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que la nature va refaire le cheminement inverse. On va avoir des inondations. Et moi, je trouve ça cool. Parce qu'en fait, la nature va t'obliger à repenser l'aménagement du territoire. Et ce n'est pas la route qu'on est en train de faire là qui va supprimer les choses. Il faut qu'on soit sérieux. C'est-à-dire qu'il y a une part qui revient à l'institution, mais il y a une part qui nous revient. Qui est prêt à ne pas aller voir Harry pour lui dire « Je veux une maison de plein pied, mais dans un terrain classé rouge ». Parce qu'il a son permis de construire, délivré par un maire. Allons se poser des vraies questions, parce que ce n'est pas l'eau qui pose problème, ce n'est pas la pollution, c'est tout le béton qu'on a mis aujourd'hui, puisqu'on ne se posait pas la question. Hein. Vous vous souvenez, au départ, on avait nos fosses septiques, avec les roches tufs qui absorbaient effectivement certaines matières. Donc les gens avaient une intelligence avant pour pouvoir faire leurs fosses septiques. Après, on nous a dit de mettre des fosses en plastique. Après, on nous a dit effectivement qu'il faut faire la connexion. Sauf qu'on a oublié un détail, c'est que depuis 70, on payait. Les gens sur leurs factures avaient déjà la question du retraitement des eaux usées. Combien de maires n'a pas réalisé les travaux et a empoché cette somme? Allons parler de choses qui dérangent, puisque c'est parler vrai. Et c'est dommage qu'on parle maintenant de ça. Ben parce qu'en fait, l'administration a permis de changer les lignes sur les factures. Et maintenant, depuis qu'il y a eu l'histoire de l'eau, vous allez voir que les factures ont changé parce qu'en fait, on met des lignes globalisantes. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus faire de procédure et porter plainte. Puisque tu payes un package. Et on pourrait décliner un certain nombre de choses autour de l'eau d'aujourd'hui, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre dans le panier. Ce n'est pas simplement de regarder pourquoi les structures ne fonctionnent pas et tout ça. Il faut regarder, nous aussi, quelle est notre part. Ouais. Alors, j'ai mes parents, Ferdi Louisi. J'ai mes parents. Ok, parce que je n'ai pas envie de demander au mieux ou de prendre sommeil sur quelque chose qu'on le sait très bien. Tout le monde sait et connaît le problème depuis 30 ans. On nous a emmené du poison, on nous a fait obliger, comme on veut dire, de mettre dans les bananeraies et partout. N'empêche que ceux qui devaient veiller à toutes ces structures-là et comment que c'était fait, ils ne se sont pas occupés. Ils se sont occupés plutôt à monter dans les avions, à aller dans les restaurants, à aller manger l'argent. Ils ont oublié que c'est l'usager qui paye. Et c'est celui qui paye qui décide. Parce que quand on vous met sur une facture des pollutions, on vous met un abonnement qu'il faut payer, on vous met des taxes fixes, on vous met de l'octroi de mer pour une eau qui est en Guadeloupe, l'usager ne comprend rien. C'est lui qui paye toujours. Et en plus, on vient lui rajouter des polluants. Il y a caca. Il y a toutes sortes de détritus qui peignent à dans de l'eau là. Il nous a oublié qu'il y avait acceptation à qui moun en Guadeloupe quand ils mettaient 2 bassins à de l'eau. Il y en a Capester du manoir et il y en a Moreau. Or, on savait très bien que là où ces bassins ont été construits, il y avait des plantations de bananes et que le ruissellement d'eau rentre dedans. Et cette eau-là, quand on l'envoie pour les gens, il faut qu'on le dépollue. On l'envoie dans cette canalisation qui est déjà polluée et pour aller le dépolluer après. Vous pensez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à l'usager guadeloupéen? C'est ça? On peut faire tout ce qu'on veut. Cette canalisation est déjà polluée. Tant qu'elle est là, elle existe là, messieurs, dames. On peut mettre tout ce qu'on veut, on ne va pas la dépolluer. Il a contaminé. Aujourd'hui, pour moi, j'ai fait appel à tous les instruments possibles en Guadeloupe. J'ai fait appel à courir la rue, à demander le barreau des avocats de venir aider moi, pas tant poyon. Ils n'ont pas annoncé, ils poyon.
Pour yon pas venir, yon pas lever la main ici même. J'ai crié fort, haut et fort. J'ai dit au barreau de la Guadeloupe, je les attends. J'ai besoin de faire un travail sérieux. Et je suis parti tout seul. Et j'ai payé 3 000 € dans mes poches pour aller déposer une plainte. J'en ai déposé un à Pointe-à-Pitre. Mimi, la photo est là. Le 19 janvier 2017. Ainsi qu'à Bastère, pour de ce qu'on parle aujourd'hui. Les produits phytosanitaires polluants dans l'eau soi-disant potable. Ici, en Guadeloupe, il ne faut pas cacher la vérité aux Guadeloupéens. On a toujours menti pour le Guadeloupéen. On ne lui a jamais dit la vérité. Et c'est lui qui paye des factures. Et on fait tout ce qu'on fait en Guadeloupe sur le dos de ces usagers-là. Alors moi, je dis à bon entendeur salut. Je ne suis pas prêt encore à continuer un débat, à raconter des histoires. Il faut dire aux Guadeloupéens demain, qu'est-ce qu'on fait pour lui pour qu'il puisse avoir de l'eau propre? Parce que là, nous sommes contaminés et déjà bien contaminés. Et on ne peut pas empêcher ça. Mais l'avenir des petits et des autres qui arrivent, je le souhaite autrement. Et j'ai des propositions à faire pour démontrer à tous ces experts, tous ces ingénieurs, comme il dit tout à l'heure là, qui je ne sais pas comment ils travaillent, comment ils voient les choses. Et M. Godard, un représentant de l'État qui était venu ici, m'a bien expliqué qu'il était payé pour ne pas dire la vérité aux Guadeloupéens. Et qu'il s'avère très bien. Je pèse mes mots parce que dans les plaintes, tout est déposé. Hein. Je ne cache rien. Et je leur dis, tous ceux qui veulent aller déposer plainte contre moi, pour tout ce que je dis, ils peuvent le faire, car j'ai des moyens de démontrer ce que je dis aujourd'hui. Car ça fait 30 ans que je souffre dans la rue. Ça fait 30 ans que je cours et que je parle, barrer les routes, faire du désagrément. Les gendarmes m'ont tabassé, ils m'ont emmené, ils m'ont traîné, ils m'ont fait plein de choses. Aujourd'hui, j'entends. Oui, mais. Tout le monde sait que le Guadeloupe est empoisonné, que l'eau est de mauvaise qualité, elle ne sera jamais de bonne qualité, parce que tant que cette canalisation existante, qui a plus de 50 ans et qui est vétuste, 60% de fuite dedans, on peut faire tout ce qu'on veut. J'ai demandé fort longtemps, avec tout l'argent qu'on a perçu, et qu'on a créé des gabégies avec. Et il y a beaucoup de gens qui se sont servis. Il y a plein, parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de gens qui vivent avec cet argent-là. Combien d'argent que l'État a déjà mis en Guadeloupe? Combien que le conseil régional a mis? Combien que le département a mis? Combien que l'office de l'eau a mis? Même quand on paye, l'usager paye une facture, on devra reverser l'argent à l'office de l'eau pour entretenir cette canalisation. Ils gardent l'argent, ils ne le reversent pas. Ça, il faut qu'on le dise aussi. Et moi, je réclame à ce que, de toute manière, M. Laban est directeur, c'est pas moi, mais je dis que je sais qu'on ne lui reverse pas l'argent. Il y a de l'argent qu'on prélève sur la facture de l'usager et qui n'est pas reversé pour entretenir les compteurs, la canalisation. Et ça, mais l'usager lambda, ils ne connaissent pas tout ça. Ils ne savent pas. Ce qu'il a besoin, c'est d'avoir de l'eau. Quand on me dit oui, on a besoin de mettre de l'eau au robinet de l'usager, je dis oui, mais quelle eau qu'on va mettre au robinet de l'usager? C'est de l'eau polluée? C'est de l'eau remplie avec des chlordécone? Et d'ailleurs, eux-mêmes, l'État le dit, que quand on va mettre de charbon actif dans l'eau, puisque c'est à cause de nous, comité de l'eau, en l'an 2000, quand on avait bloqué tout, ils ont trouvé une solution pour mettre du charbon actif. Et ils nous ont dit, je répète les mots-clés, ils nous ont dit que c'est 80% des molécules que le charbon actif va récupérer. Mais les molécules de chlordécone, ça va toujours rester dans l'eau. Et ça va être véhiculé de part et d'autre. Alors, est-ce qu'on va dire aux Guadeloupéens aujourd'hui, oui, nous allons faire des débats pour des débats pour des débats. Je dis à tous ceux qui ont été chargés, missionnés, et d'ailleurs, je ne me cache jamais pour le dire, je le dis partout où je passe, l'eau, c'est la responsabilité de nos maires dans les communes. C'était leur mission qu'on leur avait donnée. Ils avaient qu'à prendre leur responsabilité, faire ce qu'il fallait pour suivre, pour veiller au bon usage de l'eau. Aujourd'hui, l'eau est de mauvaise qualité, elle ne sera jamais bonne. Alors, voilà ce que nous disons à l'usager, nous, pour terminer. Si aujourd'hui, que le gouvernement qui est la police de l'eau, que le département qui a la mission chargée de ce département-là, avec à ses côtés la région, et aussi les maires des communes, parce qu'il faudrait que les maires de communes aussi puissent présenter un plan de recollement pour qu'on puisse savoir où passe le réseau dans leur commune, sous les cités, sous les maisons, dans un panel de trucs, et pour qu'on arrête de polluer ce petit pays
à un moment donné parce qu'elle est déjà trop engagée. Comment Merci. voulez-vous que tout l'assainissement soit en rouge en Guadeloupe? Où est passé l'argent de l'assainissement qu'on a perçu sur l'usager? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Eh bien, moi, je demande aujourd'hui à ce qu'on fasse une seule chose pour l'usager. C'est qu'on refasse une nouvelle canalisation. Vous pouvez dire que ça va coûter cher. Mais il faut chercher à ça, mais ça a dit. Où est passé l'argent de l'eau? C'est ça qu'il y a dans le livre. Et c'est ça qu'a dit. Où est passé l'argent de l'eau? Alors, si l'État s'est mêlé derrière tout ça, avec nos représentants politiques, il faut qu'il aille chercher l'argent là où ils l'ont mis pour qu'ils puissent redonner et redistribuer de manière à ce qu'on fasse une nouvelle canalisation et qu'on puisse mettre une usine de production et de distribution dans les normes et qu'on arrête avec tout ce système démagogique qui est en Guadeloupe. Parce que là, pour l'instant, c'est un système démagogique. Et plus personne ne comprend rien. Celui-là va envoyer la balle à celui-là. Celui-là va envoyer la balle à celui-là. Et c'est pour ça que je dis, messieurs, dames, vous qui êtes au barreau, qui connaissez tout, j'ai déjà déposé des plaintes à droite et à gauche. Et vous trouvez que j'ai mes parents et trop petits bonhommes dans la rue, vous aurez pu vous intéresser aussi à moi. Et pour qu'on puisse travailler de manière à ce qu'on trouve... Merci. Où est-ce qu'on peut arriver, qu'est-ce qu'on peut dire à l'usager, parce qu'on peut parler 100 ans, 1000 ans, l'usager ne va rien comprendre. Et le jour qu'il vous dira définitivement qu'il va arrêter de payer 1 centime, tout le monde aura dans le baba. Merci, Germain Parent. Et avant de terminer, je vous annonce que vendredi prochain, vendredi soir, je demande à la population guadeloupéenne de venir devant la mairie de Capesterre-Belo, parce qu'on aura une réunion pour en parler de ça. Parce que vous avez bien entendu, 14 millions de disparus pour une usine à Capesterre qui a été construite, qui n'a jamais été en service, et les polluants sont dans la mer. Merci, Germain Voilà. Parent. Donc c'est ça qu'il faut qu'on doit s'occuper ici en Guadeloupe. Merci. Je voudrais- Et ensuite, Ferdi Louisi. Oui, bien que j'ai la parole un peu plus muselée que celle de mes camarades, je voudrais quand même intervenir parce qu'on met en cause ma profession. Et je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Et M. Parent le sait très bien. Qui a déposé plainte en 2006? Il a bien fallu qu'il y ait un collectif d'avocats, assez courageux à l'époque, pour déposer plainte pour l'affaire du chlordécone en 2006. Là, c'est 2002. Attendez. Et c'est pas 2006. Je me permets de vous arrêter pour vous le dire. Là, c'est 2002 que je l'ai fait. Monsieur 2 Parent, minutes, s'il vous plaît. vous avez un problème avec les avocats, c'est votre... Non, Mais non, moi, pas du tout. Pas du tout. Je ne les dois pas. Je suis obligé de répondre parce que je ne peux pas permettre que l'on dise que les avocats n'aient rien fait, puisque je fais partie du fameux collectif qui, en 2006, a déposé plainte pour l'affaire du chlordécone. Et à l'époque, nous étions bien seuls. Parce qu'il faudra aussi que l'on dise ça. Il faudra un jour que l'on le dise. Nous étions bien seuls. À part quelques associations, personne ne nous suivait. Et la conséquence pour tous ces avocats, c'est qu'ils ont eu après des ennuis. Il y en a même un qui a failli perdre sa robe. Si on ne s'était pas soulevé, il perdait sa robe. Donc je crois qu'on a payé un prix très cher. Et je ne vous permets pas, monsieur, de dire que les avocats ne veulent rien faire. J'apprends aujourd'hui... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que les avocats ne peuvent rien faire ou ne veulent rien Est-ce que faire. vous J'ai dit que pouvez- j'ai fait appel aux avocats. Et je qu'ils ne n'ont les ai pas entendus. Ah ben voilà, donc... C'est ça que j'ai dit. D'accord. Ne ils déforme voulaient pas mes faire. propos. Monsieur, vous avez raison. Ils voulaient faire, mais ils ne l'ont pas fait. D'accord. Moi, ce que je dis, c'est ça qui est dommage. C'est qu'il y a un vrai problème. Et actuellement, on crée déjà, là, autour de cette table, une certaine division. Et vous attaquez justement une profession qui a eu le courage et qui a payé le prix. Ben, c'est ça qui est extraordinaire. Qu'on se permette de porter à tête à une profession, à des avocats qui ont payé un prix très cher dans leur combat contre l'État à cette époque. Maintenant, l'affaire du chlordécone, c'est l'affaire de tout le monde. Mais à l'époque, je suis désolé, monsieur, nous étions bien seuls. Là, il faut, et je vous dis qu'on sera obligé de rappeler qui était avec nous à ce moment-là, et vous verrez bien qu'il n'y avait pas grand monde. Donc, c'est ça. C'est la première chose que je ne comprends pas cette attaque délibérée contre... Je n'ai attaqué personne. Bon, J'ai une merci. preuve en main. Monsieur, 2002. on a Nous compris, allons fermer vous avez raison. ce débat OK. Et je sur- continuerai, si madame, vous me permettez d'intervenir tout à l'heure, je continuerai parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce plan-là. Merci beaucoup. Ferdi Louisi. Je crois que le moment est venu pour que nous puissions tous travailler ensemble. Et je crois que
on l'a constaté, il y a eu des errements, il y a eu des dysfonctionnements pendant des années. Ensuite, les lois ont évolué en transférant des compétences sous des structures, sous des intercommunalités, mais les problèmes n'étaient pas réglés pour autant. Aujourd'hui, en 2023, nous avons tous connaissance des choses, nous avons tous une approche. Raymond disait tout à l'heure qu'on devait parler de l'aménagement. Oui, c'est important de le dire. Ariane Slade, qui a eu à réaliser pas mal d'immobilier, aussi a quelque chose à dire. Ce qu'il faut aujourd'hui, je le dis à Germain Parent, solennellement, c'est qu'on puisse évoluer. Et ce problème, il va être réglé par les Guadeloupéens. Et si on continue à se diviser, à se chamailler, à se reprocher, on ne va pas y arriver. Aujourd'hui, l'État nous dit, faites, proposez. Ben, on va y aller. En même temps, l'État vote des lois pour nous mettre en place des structures. Mais il faut quand même y aller. Et quand j'ai pris la gestion pour permettre la liquidation du SIAG, j'ai vu aussi des choses, des associations qui ont perçu des subventions du SIAG. Et quand on dit que où est passé l'argent, j'ai fait un état des lieux au SIAG, 140 millions d'euros de créances. 140 millions d'euros de créances. Comment voulez-vous payer l'Office de l'eau quand vous n'avez pas encaissé les factures? Et quel était le taux de recouvrement des factures? Il n'était pas à 90%, 95%, comme cela se situe sur le territoire hexagonal. Alors maintenant, dépassons cela. Soyons pragmatiques, soyons sages en tant que Guadeloupéens et allons plus loin. Allons plus loin pour nous dire que nous devons faire en sorte que sur un territoire aussi petit que celui de la Guadeloupe, avec des multi-acteurs, on doit travailler ensemble. Et c'est ce qui nous manque assez souvent. Moi, je ne cherche pas à tirer la couverture. Le conseil départemental travaille beaucoup sur la problématique du barrage de Moreau. Dominique Laban l'a dit tout à l'heure, la responsabilité de veiller à la contamination, c'est l'État à travers l'ARS. Alors Tous les rapports de l'ARS sur la pollution du barrage de Moreau ont signalé, sur 17 prélèvements, il y a eu un prélèvement qui a signalé qu'on avait dépassé le taux. Alors justement, faire mais tous les autres, les 16 autres ou les 15 autres, ne parlent pas de pollution, de dépassement des taux. Alors, soit on est au courant de tout, on est ingénieur, on est expert à la place des autres, soit on se dit qu'à partir du moment où l'État met en place des structures de contrôle et engage sa responsabilité, on le respecte. Ferdi Louisi, merci. Permettez que je puisse vous interrompre quelques minutes, puisque nous avons un petit montage concernant ce barrage de Moreau, et j'aurais souhaité que nous puissions le regarder ensemble. Je dois vous dire, monsieur le ministre, vous avez dit « c'est arrivé par le passé, c'était regrettable ». Je m'interroge fortement. En Guadeloupe aujourd'hui, barrage de Moreau, 1 million de mètres cubes de basse terre libérés pour des terres agricoles indemnes en grande terre. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse claire, mais de grosses inquiétudes, et j'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur cela. Est-ce que l'eau, 1 million de mètres cubes libérés à Moreau, en basse terre, sur des terres chlordéconées, sont allés en grande terre, sans filtre à charbon, avec de la chlordécone, pour polluer des terres qui étaient indemnes? Tout à l'heure, un député parlait des cancers de la prostate. Oui, les prises en charge seront là, et tous les cas qui ont été décelés sont pris en charge à 100%. C'est notre honneur aussi que de reconnaître une erreur. Vous avez été président de la délégation ultramarine, monsieur le député Serba. Je pense que vous êtes satisfait du fait que, pendant la présidence de votre délégation, au moins ce sujet a pu avancer. Mais après, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est sur le fameux barrage où il y a eu, vous avez des doutes sur les dosages de chlordécone. Alors moi, vous savez, j'aime bien être précis. Vous savez que la dose de chlordécone qui est acceptée, c'est 0,10 mg par litre. Il y a eu 9 dosages qui ont été faits. 9 fois, on était au tiers de la concentration acceptable pour utiliser l'eau du barrage. Et j'ai les éléments ici, je peux vous les donner si vous voulez. Une fois, c'est vrai. Une fois, le résultat était au-dessus du seuil qui était acceptable. Suite à ce résultat, et vous le savez très bien parce que vous connaissez parfaitement vos dossiers, il y a eu 15 dosages successifs qui ont été faits, et c'est la région, le département et l'État qui ont accepté qu'on puisse réirriguer les terres agricoles avec l'eau de ce barrage. Et j'ai les éléments ici encore. Vous dire que là, je serai d'une vigilance totale,
Et vous avez bien fait de m'alerter sur ce barrage-là, rassurez-vous. De la même façon qu'à Mayotte, j'ai demandé que les analyses d'eau partent aux mairies, ce qui n'était pas le cas auparavant. Sur les analyses d'eau, on n'a pas le droit de mentir à la population. La meilleure interface, le tiers de confiance, c'est le maire. Et bien donc, sur ces résultats, en particulier, on le fera. Enfin, rappelez-le, et c'est vrai, que l'ensemble pour les terres, que pour les dosages sanguins, pour les dosages d'eau, il y a des normes limites de chlordécone. Toute concentration supérieure interdira immédiatement la consommation de tout produit à base de chlordécone et de l'eau en particulier. Vous avez rappelé ma vigilance, elle est totale, mais elle sera encore plus vigilante, rassurez-vous. Et merci à tous de ce beau débat. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous parliez tout à l'heure, Ferdi Louisi, du barrage de Moreau, et vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait un seuil et tout ça, et vous confirmez ce qui a été dit par le ministre? Ce sont des éléments qui ont été fournis par l'ARS, et le ministre en a donné communication. Ensuite, prétendre qu'il faut mettre des filtres à charbon sous de l'eau agricole, à ce moment-là, il faudra mettre des filtres à charbon sous tous les captages que vous avez dans les rivières. Et là où je ne rejoins pas le député Servat, je trouve un peu dommage, parce qu'il ne faut pas qu'à ce niveau de la représentation nationale, on fasse des interventions polémistes. Il faut être pragmatique, factuel, avec des données scientifiques. C'est le rôle d'un député, à ce niveau-là. C'est le rôle d'un maire. C'est le rôle d'un président de région, c'est le rôle d'un président de département, c'est le rôle aussi des associations de bien informer sous la base de données factuelles. Il est très facile de polémiquer. Il est très facile de faire le buzz. C'est ce qui est à la mode. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on a balancé de l'eau en grande terre, lorsqu'on a reçu le rapport disant attention qu'il y a un taux qui est supérieur, la distribution a été arrêtée immédiatement. Et donc on n'a pas irrigué les terres de grande terre. Maintenant on dit, le député Servat dit, mettons des filtres à charbon. À ce moment-là, il faudra mettre une usine et ça deviendra de la production d'eau potable. Parce que dans les normes qui ont été données et qui sont reconnues en matière d'eau agricole, est-ce que vous avez déjà vu qu'on mettait des filtres à charbon sur 1 million de mètres cubes d'eau agricole? Moi, je suis d'accord. Et on a demandé au niveau du conseil départemental à ce que cette étude soit faite pour qu'on sache si demain, il ne faudra pas mettre des filtres à charbon, mais il faudra le mettre à du manoir, au prochain barrage qu'on va avoir peut-être à Germillac, sous les Teilles, sur Gachette et dans le robinet. Le problème maintenant, c'est de se poser la question sur les pollutions, parce que jusqu'à maintenant, on fait des prélèvements à la source. Il va falloir former les Guadeloupéens. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on fasse un vrai travail ensemble, former les Guadeloupéens à faire des primo-analyses au niveau de leur robinet. L'ARS et l'Office de l'eau ont mis en place pour les écoles une formation des agents communaux lorsqu'on a décidé de mettre en place les réserves, les dispositifs de stockage d'eau au niveau des écoles eau potable. On a formé le personnel à déceler avec un équipement, avec une formation, un premier niveau qui n'est pas aussi complet qu'on pourrait l'avoir avec le travail qui est fait par l'ARS, les laboratoires, etc. Mais il va falloir que nous aussi, nous formions les Guadeloupéens à participer à cette vigilance, à ce niveau d'alerte. On n'a pas besoin d'être dans une précision parfaite de laboratoire, mais on peut commencer à nous former, comme on nous forme sur la gestion des déchets, comme on nous forme sur le tri sélectif, comme on nous forme sur le compostage des déchets. Commençons à faire en sorte que, puisqu'on veut vulgariser, emmenons ce système de vigilance dans les foyers. Et ça va permettre de responsabiliser tout le monde. Et la responsabilité, encore une fois, elle doit être l'affaire de tous les Guadeloupéens. Pas plus que les élus, que les socioprofessionnels, que les associations, que les institutions, mais particulièrement la population. Et si vous voulez réussir une politique publique, quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas une participation, une adhésion du citoyen, c'est voué à l'échec. D'accord. Maintenant, il y avait Raymond, il y avait Harry, et puis on va faire un petit tour avec vous et on passera à cette phase. Mais que faut-il faire? Parce qu'on sait que l'eau a des soucis. On a une eau polluée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et au début de mon propos, je parlais de fatalité. Est-ce que c'est une fatalité? Je suis sûre que sur ce plateau, chacun d'entre vous a une ou plusieurs propositions à faire
pour qu'on puisse s'en sortir. Alors, Raymond, ensuite, Yari qui a demandé aussi, et puis Evita, et puis le reste des invités. Allez-y. Oui, je vais m'inscrire dans la suite du propos du président. En fait, la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que toutes les habitudes de préservation du milieu qu'on avait, on les a déconstruites en créant du service public, qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que, et c'est là où maître, tu me répondais, on est nous-mêmes acteurs de nos pollutions. Qui c'est qui va déposer ces réfrigérateurs, ces machines à laver, ces pneus? C'est nous. On a un petit côté un petit peu, comment tu me dirais ça, d'une manière très scientifique, un petit peu désodiaire sur notre environnement. Et il est important, c'est vrai, de rééduquer les gens, mais parce qu'en fait, tu as 2 générations qui se sont inscrites dans la question du service public. Et pour eux, c'est normal, effectivement, que ce ne soit pas à eux de le faire. Parce qu'ils vont te dire, oui, mais s'il y a autant d'intervenants et d'acteurs, c'est que soit nous, on le fait et on ne les paie plus, et là, vous créez une crise sociale, parce que les gars sont restés pendant 30 ans à ne rien faire et à percevoir des salaires. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain leur enlever le salaire. Bon, de ne rien faire, ils sont déjà habitués. Donc, ça ne changera rien du tout. Mais plus sérieusement, lorsqu'on dit rééduquer, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte du déni. Et ce que disait M. Servat, qui est vrai, partiellement, c'est qu'on a une culture de l'opacité. Il n'y a pas de chose plus compliquée en Guadeloupe que d'avoir des chiffres simples. Tu parlais de transparence. Ben, il faudrait poser la question. Moi, je dis toujours, lorsqu'il y a un flou, il y a un loup. S'il faut que je fasse... Lorsqu'il y a un flou... Un flou. Un flou. Un flou, il y a un loup. Ce beau monsieur parce que c'est un acteur studio, qui dit au Sénat, effectivement, qu'il a les chiffres sur son portable, pourquoi il ne les a pas communiqués? Parce que, Association des consommateurs, je suis sûr que vous avez fait la demande d'avoir ces chiffres-là. Pourquoi? Dernière chose, pourquoi on crée des barrages en Guadeloupe? On n'est pas un territoire sec, mon Dieu. Qui doit manger dans les barrages? Je pose la question, je suis gentil. Bon, j'ai déjà la réponse, mais je pose la question quand même, je suis candide. Pourquoi que dans les îles de la Caraïbe, qui sont des îles sèches, et qui ont travaillé sur justement une agriculture adaptée au manque d'eau. Mais nous, on n'a pas de manque d'eau. Vu le nombre de rivières qu'on a, ce qu'on a, et qu'il faudrait qu'on se décide à faire, c'est d'entretenir la ressource et la préserver. Mais ça, c'est l'affaire de tous. Oui. Ouais. Harry. C'est toi, Harry. Non, mais c'est... Et tu n'es pas Harry Potter. Il y a quelqu'un qui a dit non, moi c'est Harry, mais c'est pas Harry Potter. Je suis vidé. Non, mais moi, ce que je trouve, comme je disais tout à l'heure, ce que je ne comprends pas, et c'est là où je ne sais pas par quel bout il faut le prendre, nous n'avons pas fait de développement. Non. Nous ne sommes pas un pays développé, nous n'avons rien d'un pays à développement, et nous avons tous les emmerdes du développement. Nous avons de la pollution à outrance, nous avons de l'eau polluée, je ne sais pas pourquoi, enfin, et on n'a pas de développement. On n'a pas d'industrie, on n'a rien. Et on n'aura pas de pont, bientôt. Donc finalement, on fait de la pollution rien que par consommation. Oui. Tous les pays qui se polluent par production. Nous, on se pollue que par consommation. Nous sommes des consommateurs qui polluons. Point. C'est, à mon avis, on bave les records. Je ne veux pas décourager mes compatriotes, hein, mais de temps en temps, quand je dis, nous, en Guadeloupe, on a battu tous les records en tout. Par contradiction politique depuis le départ. Mais je ne reviendrai pas sur le débat politique. Mais beaucoup de gens ne comprenaient pas un certain nombre de choses. Mais parce que quand on n'est pas responsable, on ne s'organise pas, messieurs. Mais ça, c'est un autre débat. Je ne veux pas faire le débat politique parce que c'est bon. Je sors de ça. Je ne veux même pas entendre parler. Mais, par contre, c'est vrai qu'on devrait quand même aujourd'hui, je pense, en dehors de l'histoire de chlordécone qui est bon, et voilà, bon, en dehors de ça, je pense que le reste devrait pouvoir se régler assez facilement. Je veux dire, c'est bizarre, mais bon, c'est vrai qu'on parle, bon, il faut, les tuyaux, c'est des questions de moyens, il faut du financement. C'est vrai, c'est pour faire des canalisations d'eau, c'est vrai. Mais, pour moi, je considère que on n'est pas face à une situation d'exception. Chlordécone, ça me pose un problème.
Mais le reste en réalité, c'est nous. On peut gérer. Alors, On peut gérer, mais je comprends- concrètement, Harry, concrètement, et c'est sur cette phase que je veux vraiment arriver avec vous, que faut-il faire selon vous? Parce qu'on dit qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de tables rondes, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de prises de parole, mais aujourd'hui, le constat est là. Que faut-il faire? Quoi dire aux Guadeloupéens? Quoi dire aux téléspectateurs qui nous regardent? Selon vous, par quel bout commencer? Que faut-il faire? Et en vérité, qui doit agir? Qui doit agir? Que faut-il faire? Dominique Laban disait oui, j'ai des solutions. Germain Parent disait oui, j'ai des solutions. Ferdi Louisi a des solutions. Evita a des solutions. Harry en a. Vous aussi, vous en avez, Raymond. Mais ce soir, il est vraiment important. Ici, il faut faire un deuxième volet de cette émission. Nous ferons, je dis cela comme ça, s'il faut faire un deuxième volet pour que les Guadeloupéens aussi puissent s'exprimer, parce qu'il faut bien qu'on commence, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Si des choses ont été faites, il faut peut-être les amplifier, mais il faudrait qu'on puisse identifier et qu'on arrête de dire oui, mais l'eau est polluée, oui, mais voilà, on vous montre des tuyaux, on vous montre des choses, mais que faire? Que faire? Et c'est cela la vraie question, et j'y arriverai avec vous juste après une courte pause. Mais 15 secondes. 15 secondes et après la pause. Oui, sur le temps d'Harry. Sur le temps d'Harry pour 15 minutes. Et moi, Non, 15 secondes. Ah, 15 secondes. Et si on veut commencer à parler des règlements de la question de l'eau, il faut arrêter le statu quo. Si on est d'accord, c'est parce qu'on est malin coquin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut un point de départ. Parce que M. Parent a dit quelque chose sur lequel on est passé très vite. Aujourd'hui, le schéma de l'eau, on le connaît. Le retraité de la DRIF DDE qui avait fait tout le schéma de réseau, il est parti à la retraite. Personne ne lui a posé de questions. Et tout le monde te parle qu'ils veulent résoudre l'eau. On est obligé aujourd'hui de repartir sur un schéma à zéro parce que les tuyaux qu'ils ont fait passer sur les terres des gens sans autorisation, aujourd'hui, si tu veux réparer, il va falloir indemniser les gens. Alors, il faut qu'on arrête de tourner autour des pots. Toutes ces informations, on les a. Parce que, comme je te dis la dernière fois, il y a eu une rencontre à Gourbert, à l'initiative du maire de Gourbert, le dernier maire, et qui avait mis au grand jour, donc tout le monde était choqué, puisque la région était venue annoncer, oui, on va mettre tant de millions. Tu vas mettre tant de millions sur quoi? Puisqu'il y avait une habitante qui était là, qui a dit, on me dit maintenant de détruire ma maison parce que j'ai un tuyau de fonte qui passe de 2,20 mètres de diamètre. Donc, il y a des habitations sous lesquelles passent des tuyaux. Alors, nous marquons la pause et dans cette dernière partie, je reviendrai avec vous, puisqu'il faut vraiment qu'on puisse identifier les choses, voir si ce qu'il faut faire et avancer et donner quand même de l'espoir aux Guadeloupéens passer cette émission. Enfin, c'est de l'eau qu'ils veulent, pas d'espoir. De l'eau en qualité et en quantité. Oui. Nous reviendrons avec vous d'ici quelques instants. Nous reprenons le cours de cette émission. Vous avez bien compris que le temps qui nous était imparti file vite malheureusement et peut-être que nous aurons à faire une deuxième partie d'émission et je tiens d'ores et déjà à présenter mes excuses aux téléspectateurs puisque ce soir nous ne prendrons pas d'appel malheureusement, mais vous aurez l'occasion de le faire la semaine prochaine sur l'autre émission, que les choses soient dites et qui certainement sera sur l'eau où vous aurez la parole, vous pourrez réagir et intervenir. Alors, pour un petit peu détendre l'atmosphère, je dirais cela comme ça, nous passerons juste une petite vidéo et ensuite je reviendrai avec vous sur les solutions, les propositions et nous débuterons avec cette vidéo avec une proposition qui a été faite, une proposition peut-être un peu incongrue, mais en tout cas, j'aimerais bien passer cette petite vidéo. Faut bouillir l'eau. 120 millions d'euros sur la table. Lorsque plus de 120 millions d'euros sera mis par l'État, je crois que ça montre que c'est un véritable geste de solidarité. Mais en attendant, les Guadeloupéens, leur quotidien, il faut gérer le quotidien. Vous savez combien ça coûte un pack d'eau ici en Guadeloupe? Oui, c'est gros probablement, comme dans les grandes surfaces que l'on voit à Mayotte. Mais attendez, d'abord, on n'est pas obligé, je vous réponds très librement. L'eau,
Il faut partir du principe que l'eau qui coule au robinet, elle est propre à la consommation. Qualité. Non, je vous explique. Non, le SMGAG ce matin a déconseillé aux Guadeloupéens de consommer. Il ne faut pas confondre deux choses. Du robinet. Il faut que vous disiez les choses très simples à ceux et ceux qui nous regardent. Lorsque l'eau coule au robinet, l'Agence régionale de santé fait des analyses d'eau, on vérifie sa potabilité et ensuite on peut la consommer. Lorsqu'il y a des inondations importantes comme celles auxquelles on a assisté, qu'est-ce qui se passe? Il y avait 24 usines. Sur les 24, il n'y en a plus que 3 qui marchaient. À l'heure où je vous parle, il y en a 21 qui marchent. Et jeudi ou vendredi prochain, elles marcheront toutes. Et après, je vous donne un principe de précaution. Vous voyez, vous avez la chance d'avoir un ministre qui est également biologiste, qui va vous donner les bons conseils. Eh bien, vous faites couler l'eau. Vous la faites bouger. Vous la faites chauffer, oui. Et après vous la mettez au frigo. Non mais ça c'est pour garantir le fait que après qu'il y ait eu des inondations, ça se passe pendant 2-3 jours. Après vous n'êtes pas obligé de boire de l'eau en bouteille tous les jours. Pardonnez-moi. Moi je suis désolé. L'eau du robinet lorsqu'elle est buvable, on la prend et celle-ci elle ne coûte pas 1 euro ou 60 centimes d'euros la bouteille et demie. Donc pas de plafonnement du prix du pack d'eau comme à Mayotte par exemple. Mais attendez, vous ne pouvez pas comparer la situation de Mayotte. Je réexplique une seconde Mayotte pour vos auditeurs. À Mayotte, c'est difficile pour les Guadeloupéens qui vous entendent. Moi, je vous comprends, mais les Guadeloupéens qui tous les jours... Mais laissez-moi vous expliquer les choses. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte? À Mayotte, 48 heures, voire 60 heures, il n'y a pas du tout d'eau au robinet. À Mayotte, il n'y a pas de ressources en eau comme à Guadeloupe. Donc on ne peut pas comparer les deux choses. Mais vous voyez, la question m'a été posée au gouvernement. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, et j'ai répondu, vous voyez, l'État est là, puisque nous mettons, je l'ai expliqué à l'instant, plus de 120 millions d'euros. Donc je pense que, me semble-t-il, c'est un véritable acte de soutien. J'entends et je comprends que celles et ceux, les habitants de la Guadeloupe, trouvent que ça n'est pas satisfaisant, naturellement, lorsqu'il y a une inondation. Mais ça n'est que passager. Mais j'invite, 3 jours. J'invite les élus, 3 jours. À Mayotte, ça fait 6 mois qu'ils attendent de l'eau. C'est quand même pas tout à fait la même équation. Et à Mayotte, voyons, on commence à faire des forages. On va dessaliniser de l'eau de mer, qu'on ne ferait pas ici, parce qu'ici, vous avez des ressources en eau. De grâce, ne comparons pas deux situations qui ne sont absolument pas comparables. Les Guadeloupéens vous entendent. Dernière question. Qu'ils entendent que le gouvernement a décidé. Je rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière. Vous êtes le seul territoire ultramarin. Vous entendez? Le seul, où on a mis autant d'argent. Il fallait le faire. Et nous accompagnons et nous sommes à côté des élus locaux. Voilà. Donc, voilà, vous avez entendu les propos de monsieur le ministre délégué aux Outre-mer, monsieur Vigier, donc qui, lui, donnait sa solution pour rendre l'eau un vrai ministre des Outre-mer, l'eau potable. Et maintenant, nous passons à vous. Alors, vous pouvez faire un commentaire si vous le souhaitez, mais que faire pour que les Guadeloupéens puissent avoir ce soir de l'espoir sans vraiment les mener en bateau? Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des propositions concrètes pour que nous puissions avancer sur ce dossier? Alors, je ne passerai pas la parole aux uns aux autres. Vous faites comme vous le souhaitez, dans le sens que vous le souhaitez. Mais il est, à mon sens, important aujourd'hui d'avancer. Je dis une chose. Il faut qu'on arrête de parler des millions. Quand on parle des millions tout le temps, moi ça me fatigue d'entendre ça, que le département met 30, la région met 20, les EPCI met 71, l'État met 320 combien de millions, et que jusqu'à aujourd'hui, c'est des tournants d'eau et il n'y a pas d'eau. Et en plus que quand on l'envoie, c'est de l'eau empoisonnée. Alors, je ne suis pas prêt à accepter encore de nouveau ce que je vais vous montrer, c'est des canalisations qu'on découpe pour réparer. Est-ce qu'on va encore continuer à réparer ces canalisations qui sont en piteux état et qui ne servent à rien du tout, et c'est de l'empoisonnement total pour notre petit pays. Sinon, je peux dire, le pauvre Guadeloupéen qui ne peut rien faire. Il y en a ceux qui ne peuvent même pas acheter une bouteille d'eau. Et ils payent un abonnement, et on l'oblige à payer l'abonnement, parce que l'abonnement veut dire dedans, je ne sais pas si tout le monde le lit, l'abonnement est bien précise que l'usager doit avoir de l'eau propre et de bonne qualité. Et je reprends, pour ceux qui ne le savent pas, parce que la loi sur l'eau, il le dit, une eau potable n'est pas une eau buvable. Il faut qu'il soit potable, mais buvable. Et je l'ai dit devant le directeur de cabinet du ministre, là, lors de son passage, hein, que si vous prenez l'eau dans le robinet et vous la mettez dans un biberon, pour un enfant de bas âge, un petit, il risque d'avoir des diarrhées, de la dysenterie. Et ça,
Je le répète et je le dis que sachons ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on vient de dire à l'usager. L'usager attend une chose, c'est qu'il paye une facture, mais il paye une facture dans les bonnes et due forme, et qu'il soit correct. Mais pas qu'on lui donne toutes ces taxes avec l'octroi de mer dessus, et que cet argent-là soit dilapidé à faire autre chose. Alors, que faut-il faire? Alors pour moi, et je maintiens ce que je dis, en tant que représentant des usagers de l'eau en Guadeloupe, qui ont beaucoup de difficultés et qui ne comprennent rien du tout, il faut dépenser de l'argent à bon escient, commencer par un bout pour arriver à l'autre de l'île de la Guadeloupe, parce qu'on a de l'eau en quantité, et tant que cette eau-là n'est pas touchée par l'homme, elle est propre. C'est à partir du moment où il rentre dans cette canalisation vieillissante, qui a été très mal gérée, où personne en tant que responsable n'a pu le gérer, eh bien, elle devient de mauvaise qualité. Donc, qu'est-ce que je dis, moi? Je ne veux rien d'autre entendre, et je le dis à l'usager, on ne veut rien entendre tant qu'on n'aura pas mis à disposition une nouvelle canalisation, qu'on nous demande le prix que ça va coûter au mètre cube pour l'avoir, mais qu'on ait une canalisation étanche et qu'on aille récupérer l'eau là où il faut, bien au niveau de la ressource, faites des structures qu'il faut pour la récupérer et qu'on nous mette de l'eau dans une nouvelle canalisation avec 2 usines, une de production et l'autre de distribution. C'est ce que je veux pour cet aménagement Guadeloupe au niveau de l'eau. Parce que l'eau, c'est déjà la matière première, c'est la santé. Si on n'est pas irrigué, on est foutu. Et quand on nous oblige, comme il dit l'autre là, qu'il faut réchauffer l'eau, qu'il y a de la matière fécale, qu'il y a du chlordécone, qu'il y a tout dedans, on devient fou dans ce monde-là d'écouter ce monsieur raconter ces histoires-là. Et je n'ai pas entendu beaucoup réagir sur ce qu'il a dit. J'ai entendu des associations monter au créneau, j'ai entendu des syndicats monter au créneau, mais je n'ai pas entendu des représentants aller demander la parole et aller foutre une claque à ce monsieur. Parce que pas devant moi, il n'aurait pas dit ça. Je dis ça, hein, je n'ai pas le temps de manger les mots, hein, parce qu'on souffre trop dans ce pays-là, on gaspille trop d'argent pour que les autres puissent faire n'importe quoi et venir nous raconter. Il faut peut-être être mesuré, Germain Parent. Moi, j'en ai assez avec ça. Il y a trop d'années qu'on supporte. Je suis allé jusqu'à, comme je vous dis, en mars 2002, payer 3 000 € de mes poches pour aller sortir de la Guadeloupe, pour aller déposer une plainte à Paris, pour empoisonnement sur population plus de 30 ans. On dira quand même que la violence ne va pas... Non, c'est pas la violence. Je suis comme ça. Je parle fort. Hein. Je n'ai pas la gorge fermée. Hein. Je parle fort. Peut-être que je ne suis pas méchant. Mais je dis la vérité. Je n'ai pas de mensonge dans ma tête ou dans mon caractère ou aller raconter aux gens. Donc vous ne donnerez de claque à personne. Il faut dire la vérité aux gens, aux usagers. Dites-leur, bon, vous avez été empoisonné, oui. On vous a donné du chlordécone, oui. On vous a donné dialgrine, l'algrine, oui, tout ça. Maintenant, nous mettons en place une autre structure d'une autre dimension. Mais celle-ci, elle n'est pas bonne. Ne la proposez plus aux Guadeloupéens. Cette canalisation, elle n'est pas bonne. C'est plus la peine de la réparer, d'envoyer de l'eau dedans. Merci, Germain Parent. Dominique Labon. Oui, merci. Donc, je ne vais pas perdre de vue mon objectif, hein, c'est d'atteindre à l'horizon 2027 le bon état des masses d'eau. Et pour y arriver, on fait beaucoup de choses. Alors, je veux rassurer monsieur en cela, les établissements publics travaillent de plus en plus ensemble. Quand le parc national signale qu'il y a des rejets qui sont insupportables sur des milieux comme le concule de Sac-Marin, nous, dans le financement des projets que l'Office accompagne, on demande à ce qu'ils soient traités prioritairement. Donc, déjà, il y a une complémentarité. On travaille avec le Conservatoire du littoral sur le projet J'arrive, où on fait un travail colossal sur le changement d'habitude, sur le respect des zones humides, sur la préservation du littoral. Donc ça fonctionne. On le fait à Port-Louis sur la restauration du littoral. Donc on ne fait pas que dire des choses, on travaille. Bon, maintenant, ce qu'il faut promouvoir, c'est vraiment la simplification. Oui, à partir du moment où on a décidé quelque chose, il faut foncer parce que le temps est compté et qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'humain. Ce sont des familles qui sont privées d'eau, ce sont des personnes âgées qui sont privées d'eau, ce sont des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, ce sont des personnes qui ne peuvent pas se faire soigner parce qu'il y a des tours d'eau.
Nous, à l'Office de l'eau, pendant la période du Covid, on a déployé un dispositif d'eau potable dans les écoles pour que les enfants puissent continuer leur scolarité, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les EHPAD. Pourquoi ? Parce que ça devient insupportable, ça devient inhumain. Donc, je pense que dans les politiques, les élus ont fait beaucoup de choses. La Guadeloupe a été leader sur la conduite d'eau sous-marine de Capesterre à Eau-Sainte jusqu'à Désirade. Donc les gens ont réagi. Ils ont essayé d'utiliser le mieux possible la ressource qui est disponible. Aujourd'hui, maintenant, dire que la ressource disponible et qu'on peut tirer dessus à volonté, c'est faux. On prélève aujourd'hui, chaque année, 110 millions de mètres cubes d'eau. On en perd la moitié. Ça veut dire quoi ? Qu'on a un impact, M. Louis l'a dit, sur la biodiversité. C'est-à-dire que les espèces animales, nos espèces endogènes, elles disparaissent. On trouve de moins en moins de golomines, on trouve de moins en moins de dormeurs, on trouve en moins d'espèces locales endogènes. Et donc, il faut arrêter. Il faut gérer différemment la ressource. Et pourquoi il y a eu des barrages ? Il y a eu des barrages parce que le bassin versant, le principal bassin versant, captait de la ressource en quantité pour la redistribuer sur tout le territoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On réhabilite les zones humides, les mangroves. Je vous ai dit, les rejets de l'assainissement dans les eaux pluviales, ils vont directement dans les mangroves. Ils détruisent les milieux. Qu'est-ce qu'on fait ? On met des actions de plus en plus de prévention, de délimitation, d'aménagement du territoire pour que ces zones soient préservées. On rencontre les agriculteurs pour leur dire, mais on avait des anciennes pratiques qui étaient performantes et pertinentes, réhabiliter des mares. En Grande Terre, on a des mares qui sont de vrais lacs. On travaille avec la communauté de communes du Nord Grande Terre pour, avec les agriculteurs, faire un plan de gestion des mares qui alimente les élevages, qui donne une ressource en eau de qualité. Elle n'est pas polluée. Et donc qui est disponible pour la diversification agricole. Donc, on est trop coupé des solutions qui sont préconisées par la nature. Donc, nous, à l'Office de l'eau, on a à l'écoute. J'écoute beaucoup M. Parent. Quand il me dit ça, je lui dis, mais la solution, c'est pas de réparer des fuites, c'est de changer les réseaux. D'accord ? Il faut les changer. Ça va coûter cher. Mais il faut le faire parce qu'on va, sur 100 km, quand on répare 10 km de fuite, les 90% restants, ils pètent parce que la pression augmente. Bon, donc l'amélioration des rendements, c'est une priorité incontournable. La préservation des milieux, oui, parce qu'ils nous nourrissent, ils nous donnent une qualité de vie. Et puis les politiques d'urbanisme, c'est une maquette financière qui est colossale. Imaginez que si vous allez réhabiliter l'assainissement non collectif de chaque Guadeloupéen, ça va coûter quelque chose d'insurmontable. On n'a pas ce qu'il faut pour les réseaux d'eau potable. Je ne vois pas comment on pourrait faire. Allez-y, Ferdi Louisi. Donc en fait, c'est dire que les actions sont réalisées, sont programmées, et nous sommes tous d'accord qu'il faut changer les conduites, principalement les conduites principales, mais entre-temps, il y a eu de l'aménagement, il y a eu des routes, il y a eu des constructions. Et donc on ne pourra pas changer les grands tuyaux, les grosses conduites, en les coupant d'un seul coup, parce qu'il va falloir trouver une disponibilité foncière pour que ce soit parallèle, pour faire passer. Ouais. Et on ne peut pas les faire passer à la place, et on ne peut pas se dire, allez, on fait un petit morceau, ça ne passera pas. Mais nous sommes conscients de cela. Et la Guadeloupe s'est développée, il n'y a pas de disponibilité foncière. Rien que sous l'agriculture. Dominique Laban parlait des mares, du problème de l'assainissement non collectif sous Mornalo, sous d'autres communes de la Grande Terre, donc sous les maisons individuelles. Lorsque votre fosse septique n'est pas aux normes et qu'elle fuit, ça va dans la nappe. Et sous la Grande Terre se pose également le problème de plus en plus de la salinisation de la nappe phréatique. Sur laquelle on a pompé de l'eau. Et donc pourquoi on a fait mettre en place les barrages? C'est un peu pour cela que je n'ai pas beaucoup parlé de l'assainissement, parce que je pense qu'il faudrait faire un volet assainissement en fait, et faire l'état des lieux. Absolument. Parce qu'il y a un rapport sur l'assainissement et sur la situation de la Guadeloupe. Et je tiens à vous dire que quand on lit, c'est catastrophique. Donc, on y reviendra, on prendra l'assainissement, puisque je disais, tout est lié. Il faudrait qu'on puisse y arrêter. Et l'Observatoire nous donne tous ces éléments. Oui. Et si je reviens encore sur un point, je voulais juste apporter une précision sur le passage des conduites sous les propriétés. J'ai fait un travail aussi, j'ai transféré au SMGAG pour demander à ce que tous les contrats
qui concernaient notamment, principalement au départ des agriculteurs, soient actualisées, mises à jour, que des paiements puissent être faits au fur et à mesure, parce qu'il y avait un loyer à payer pour autoriser les passages. Ça nous permettait de les identifier. Un deuxième point encore d'inventaire que nous avons demandé avant la création rapide du SMGAG, c'est que les communes qui ont transféré à une époque leur réseau, soit au SIAG, soit à d'autres intercommunalités, devaient en faire l'inventaire. Et on n'a pas eu cet inventaire il y a 30 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Parce qu'il y avait un gestionnaire, il y avait un exploitant qui devait en assurer. Donc, dernièrement, notamment lorsque l'État nous a dit de mettre en place des contrats de progrès, on a demandé à chaque commune de nous fournir des éléments d'inventaire, d'essayer de faire cet inventaire. On a fait ce travail au niveau de l'ensemble du SIAC, des communes du SIAC. C'était un peu plus facile, on a pris des experts et ça nous a permis de transférer cet inventaire au SMGAG. 210 millions d'euros. Alors rapidement, 210 millions d'euros de biens transférés au SMGAG par le SIAG. Et je ne parle pas des autres opérateurs. Et donc ce travail-là, il est fait. Et il ne faut pas dire qu'on ne fait rien. Elles sont déjà là, les solutions. Il y a des actions qui sont mises en place au niveau du syndicat. Il y a des travaux qui sont réalisés soit en délégation par le département, soit en délégation par la région. Mais donc, pour l'instant, les consommateurs, les Guadeloupéens ne voient pas. Vous dites qu'il y a des choses qui se font, mais pour l'instant, le Guadeloupéen, lui, qui est consommateur, ne voit pas. Oui. Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Vous ne pouvez pas changer. Non, mais vous pouvez rire, monsieur Parent. D'accord. Mais monsieur Parent, on ne va pas rester toujours à faire oui, yaka. Laissez les gens faire leur boulot. Et les gens font leur boulot. Par contre, ce que nous devrions faire, c'est de ne pas faire de la sinistrose comme ça au niveau des Guadeloupéens. Arrêtez d'angoisser les Guadeloupéens. Je ne suis pas un hypocrite. Laissez les gens faire leur boulot. C'est du macacaï que vous faites tout le temps. Laissez les gens faire leur boulot. Et le boulot, il est en train de se faire. Il est en train de se construire. Quel boulot? Et je viens de vous expliquer les difficultés. On demande de changer toutes les grandes canalisations. Oui. Mais vous les faites passer où? Donc il va falloir mettre en place, il y a des dispositions. On ne peut pas accéder comme ça à une propriété, on ne peut pas exproprier des gens du jour au lendemain. Maintenant, on est dans du concret. On n'est pas dans la parole. Et maintenant qu'on n'est pas dans la parole, c'est pas que monsieur Parent, moi je ne suis pas là, je suis plus jeune que vous. Je peux vous dire qu'à l'époque, quand vous siégez au SIAG avec le comité de l'eau, vous auriez pu dire et faire beaucoup de choses. Et j'en ai fait beaucoup. Je ne reviens pas sur ce dossier-là, je le connais. Et vous savez très bien ce que j'ai fait. Je le connais, on ne va pas en parler ce soir. J'ai des films que je vous ai montrés là où les gens piquent de l'eau sur le réseau. Concret. Vous avez fait quoi? Le concret, c'est de laisser les gens faire leur boulot. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je n'étais pas élu du SIAG, je vous le rappelle. Beaucoup de choses à faire et qui sont en train de se construire. C'est vous qui étiez vice-président. Je n'étais pas vice-président du SIAG. Par contre, je n'étais pas président du comité de l'eau non plus. Et on ne va pas en parler du comité de l'eau. Je peux parler avec vous. Non, mais je le laisse de côté, ce dossier-là, parce que c'est un peu gênant. C'est très gênant, ce dossier. Tête à tête, on peut l'attaquer, ça, ce sujet-là. Je vais vous le donner, si vous voulez, je vais vous donner des éléments. Mais ce n'est pas la peine d'en parler ce soir, ce sera gênant pour vous. Je n'ai pas besoin d'éléments émanant de vous, je connais tous les éléments. Oui, ça va. D'accord, je vous fais ne pas parler. Donc, pour revenir sur l'essentiel, c'est de dire qu'il faut laisser... Non, mais on avance, il faut laisser les gens faire leur boulot. Vous avez l'Office de l'eau qui nous donne suffisamment d'éléments. On est en train de faire un travail au niveau des scolaires. On est en train de faire un travail sur l'ensemble du territoire. Mais laissez-nous travailler. Et admettez qu'il y a de nouveaux élus. Pendant 37 ans encore. Il y a de nouveaux élus. Merci. Evita Chevry. Oui, j'oublie effectivement la question du micro. Alors, évidemment, je dirais que en une phrase, puisque apparemment, effectivement, il y aura une autre émission sur l'assainissement qui me paraît important, mais tout à l'heure, on a vraiment insisté sur la question de l'assainissement. Je dirais que s'il y a une chose que justement que je pourrais dire, je m'adresser aux élus, c'est parfois de savoir faire des bons choix. Puisqu'en 2011, je m'expliquerai plus longuement la prochaine fois, mais en 2011, il y a un produit qui a été proposé aux élus, excessivement efficace, de bactéries, d'ailleurs, qui a été fait sous contrôle du CNRS, des bactéries non pathogènes. Et d'ailleurs, il y a un rapport de la Générale des Eaux qui reconnaît, lorsqu'il y a eu les grosses stations d'épuration et de gosier,
et de Saint-François et une partie de Jarry qui était complètement, qui débordait, qui était pleine de mousse. En très peu de temps, en 3 jours, d'ailleurs ils l'ont dit dans le rapport, le travail était fait, la dépollution était faite. La dépollution était faite. Malheureusement, et ça n'a pas été retenu. Donc je pense que là, l'heure est à la santé, à la vie des gens, et je pense que les élus, ceux qui ont le pouvoir, ben, faut qu'ils... Nous sommes maintenant en 2023, 12 ans après, il y a peut-être d'autres possibilités, mais il faut que, je pense, nos élus prennent conscience quand même du danger et de la nécessité quand même de faire des choix, parce que ce choix-là, en refusant de le faire, peut-être que justement ça a eu des conséquences, et je tenais à le dire. Alors, deuxièmement, moi, ce que je dis, toujours là, pour le moment, je crois en la bonne volonté, en la vôtre, en celle de Dominique Laban et M. Parent d'ailleurs, qui se bat, etc. Mais je dis que concrètement, il y a une chose qu'on doit pouvoir faire. C'est pas la fin du monde, c'est gérer la question de la durée, au moins des contrôles. Parce que avec ce qui se passe maintenant, eh bien, les gens peuvent continuer à boire pendant quelques jours une eau qui va se déclarer contaminée. Donc ça me paraît important parce que il s'agit, et c'est vrai, M. Parent l'a dit, il s'agit de vie humaine, il s'agit de santé humaine. Et malheureusement, au nom de l'économique, on a quand même porté une atteinte grave à la santé des Guadeloupéens, le fameux chlordécone. Je répondrai simplement à M. Louisy qu'il faut comprendre, les Guadeloupéens, qui ne font plus, vous dites Olivier Servat a dit, etc. Mais simplement, vous n'imaginez pas que quand un État a pu faire 2 dérogations sur un produit qu'il a interdit officiellement, vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un doute et vous ne pensez pas qu'il y ait une perte de confiance? C'est à l'État d'apporter tous les éléments pour qu'on puisse faire à nouveau confiance. Je trouve que c'est formidable ce que vous faites en ayant cette confiance absolue. Moi, je peux comprendre qu'un Guadeloupéen maintenant n'ait pas confiance. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que la prochaine fois, on parlera... Comment? Il n'y a pas confiance dans la RS. Écoutez... C'est ce que vous voulez dire. Non, je dis... Écoutez, ce que je dis, Monsieur Servat a pris une position, on a parlé de chiffres, vous-même, je ne sais plus qui l'a dit, c'est toi, Raymond, qui a dit pourquoi on ne nous a pas sorti les chiffres. Je dis que c'est normal de la part d'un politique qu'il dise attention, puisque c'est un État qui froidement nous a, à un moment donné, empoisonnés, en donnant deux dérogations. Merci. Il n'en a pas fait une, voilà, c'est tout. Merci. Je peux comprendre ça. Harry. Excuse-moi, Harry, je te tendais. Mais vous savez que les chiffres étaient communiqués localement. Il faut aussi se renseigner. Ah non, parce que oui, madame, l'UGTG dit... Attendez, madame. L'UGTG dit... Mais attendez, écoutez, prenez le temps d'écouter. Vous affirmez des choses. Vous affirmez des choses. Les chiffres ont été communiqués localement. En revanche, et là je vous rejoins, c'est que les chiffres n'ont pas été communiqués au niveau de la population. Généralement, les chiffres sont très facilement communicables sous l'eau potable. Et on communique très rarement sous l'eau agricole. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, il faut être vigilant. Merci. Et il faut alerter. Harry. Mais les chiffres étaient communiqués localement. Dans l'histoire de contrôle, il me semble qu'en principe, le fonctionnement, c'était que le fermier fasse son autocontrôle de la qualité de l'eau. C'est le fermier qui devait faire son autocontrôle. L'ARS, c'est le gendarme. Eux, ils viennent faire les contrôles pour être sûr que les choses se passent normalement. Mais c'était ça le principe. Donc le fermier devait faire son autocontrôle. Le fermier était contrôlé par qui? Par les politiques. C'était comme ça que ça devait marcher. C'est les politiques qui encadraient ça. Les politiques devaient contrôler le fermier. C'est eux qui lui donnaient mission. Donc là, de toutes les manières, nous avons une lourde responsabilité dans cette histoire. Bon, mais alors, moi j'ai un problème. C'est que, bon, là maintenant, je regrette, mais on ne peut pas parler comme ça sans parler de sous. Aujourd'hui, on dit que la seule solution, c'est de refaire les canalisations. Ça paraît logique techniquement. Mais bizarrement, je ne sais pas quel est le plan financier d'affaires. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution dans le système politique dans lequel nous vivons et que nous avons cautionné jusqu'à présent et que nous avons exigé jusqu'à présent. Il y a un seul qui parle finance. Point. Parce que le Guadeloupéen, jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il a une fiscalité légère.
les taxes foncières, les taxes ceci, les taxes là, je trouve qu'on a tout ce qui est le plus lourd en fiscalité. On a une fiscalité de pays ultra riche. Pour un petit pays. Pour un petit pays. Bon. Donc, il y a un problème. À ce moment-là, ça devrait être capable de payer un endettement ou quelque chose de rationnel. Mais qui pourrait faire le banquier? Pour l'instant, dans le système politique dans lequel nous vivons, malheureusement, je déteste quémander et je déteste même mander. Mais n'empêche qu'il n'y a que l'État qui peut jouer le rôle de banquier dans le système dans lequel on est. On n'a pas changé. On n'a pas créé autre chose, donc il n'y a que l'État. Moi, Saint-Martin, on a fait un super pont extraordinaire sur 97 km². On a fait un pont extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment génial. Saint-Martin, et ce pont a été fait uniquement par la partie hollandaise. Oui. Uniquement. Financé par la partie hollandaise. Point. Alors que Saint-Martin, c'est moitié hollandais, moitié français. Ça a été fait quand la partie hollandaise. Ce pont a désenclavé tous les problèmes qu'il y avait. Aujourd'hui, il est grand temps. Moi, je trouve qu'on tourne en tout le temps, il y a une seule question. Maintenant, comment on peut dire de façon claire à l'État français, le système, il est comme ça, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui le tenez, c'est vous qui l'établissez, c'est vous qui l'assumez comme ça. Hein? Parce que, moi, je regrette, mais pour l'instant, c'est l'État qui mène le jeu. Ah ben, assumez le jeu. Moi, si vous êtes maître chez vous, si vous voulez être maître chez vous, vous l'assumez quand vous êtes maître chez vous. Vous n'allez pas dire je suis maître patron chez moi et quand le moment vient, il faut donner à manger, il faut mettre en place les choses, on ne le fait pas. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Et moi, je regrette, je ne me sens pas du tout entretenu par qui que ce soit. Je paye beaucoup d'impôts. Beaucoup. Donc, je ne me sens pas du tout en complexité de le dire. Mon montant d'impôt est colossal. Parce qu'il gagne beaucoup. Ah, mais je ne vole pas. Mais je ne vole pas et ce n'est pas des subventions. Je déclare de revenus créés. Je déclare sans voie économique. Je n'ai jamais demandé, on ne peut trouver aucun dossier où rien ça n'a demandé quoi que ce soit en aide. Je n'ai jamais demandé d'aide. Je bosse. Et en plus, je dirais même plus. Chaque fois que j'ai gagné de l'argent, c'est que j'ai répondu à une faiblesse. Il n'y avait pas le dossier. Et un jour, on en parlera. Chaque fois que j'ai lancé des opérations, c'est comme ça. Parce qu'il n'y avait rien de fait. Et j'ai fait. Mais quand vous faites dans ces cas-là, des fois, vous pouvez bien gagner parce que justement, vous répondez là où il n'y a rien. On ne fait pas ce qu'il faut. Et c'est tout le temps comme ça que ça s'est passé. Conclusion. Si on veut résoudre le problème, nous sommes clairs, il faut des réseaux neufs. Et de façon sérieuse. Mais surtout, il faudra les entretenir sérieusement. Bon. Alors, donc, d'abord, il faut les financer. Et ensuite, il faudra qu'on mette en place les règles pour qu'on nous entretenons nos propres réseaux. Mais malheureusement, je considère que là, il faut que l'État assume cette responsabilité-là. Je ne dis pas que l'État doit donner obligatoirement. On est dans la finance. Reverser. Mais l'État peut, sous une forme ou une autre, faire l'avance, ou alors, dans ce cas-là, cautionner que la Guadeloupe s'endette pour recréer ses réseaux. Et l'État apporte sa garantie et la Guadeloupe paye. Mais il faut revoir au fil notre fiscalité. Donc notre gestion collective ici pose problème. On est très fiscalisé et on ne génère pas de marge alors qu'on est très fiscalisé. Notre population paye cher en impôts, mais en même temps, ça ne donne pas de moyens de s'endetter. Mais monsieur, c'est le problème des ménages. Et c'est exactement ça. On a un problème de gestion réelle collective ici. Donc on doit reprendre tout ça de façon sérieuse. Merci Harry, débat passionnant. Débat passionnant. Débat passionnant. On n'a pas à faire un prêt à l'État. Mais je vois des droits qui me font comme ça. Ben vous reviendrez parce que à faire à l'État. Parce que à la tête libre, on me fait déjà signe qu'il faut conclure. Et Raymond, alors quelques mots. Non, j'ai donné à Harry mon temps de parole. Au moins une phrase. Au moins une phrase? Oui. Monsieur Laban, il faudrait lancer un plan de formation pour nos politiques parce que vraiment, ça sort du fond de mon cœur. C'est une bande de tocards. Ah ben non, moi je m'entends. Alors ça c'est... Parce qu'il y a finance, il y a finance, il y a taxicité, et je reprends ce que le président a dit. Ah mais je suis politique, je suis tocard alors. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis politique. Non, je parle pas politique, je dis toujours président. Ah d'accord. Ah, je fais toujours attention. Non, je précise simplement mon propos pour que tout le monde puisse dormir tranquillement. Lorsque je dis ça, je reprends les deux exposés. Il faut de la technicité, il faut de la rigueur, et il faut que chacun reste à sa place.
Il faut de l'humain, il faut du sens de l'humain. Voilà. Alors, moi, je voulais vous dire une chose. L'Office a réalisé un sondage sur un échantillon de plus de 600 personnes, toutes tranches d'âge confondues. Ne croyez pas que les Guadeloupéens boivent l'eau du robinet. 90% de la population boit de l'eau en bouteille. Maintenant, la question, c'est quelle est la capacité que les petits foyers, les minima sociaux, ont de supporter un budget qui représente plus de 600 euros C'était là par ma question. an. D'accord? C'était là ma question. 600 euros par an. Bon, donc c'est ça le sujet. Mais ça fait un moment que les Guadeloupéens ne boivent pas l'eau du robinet. C'est fini, ça. Merci. 90%, c'est fini. Merci. Donc, la semaine prochaine, on avait un sujet très intéressant, c'est vrai, mais nous reviendrons peut-être sur, si vous êtes d'accord, sur le sujet de l'assainissement. Nous parlerons de l'eau et de l'assainissement pour que nous puissions faire vraiment la boucle, puisqu'on a vu que tout était lié et qu'on ne peut pas parler d'eau potable sans parler d'assainissement. Et vous verrez que le problème d'assainissement, il est aussi crucial que le problème de l'eau potable, voire plus, avec des chiffres à l'appui. Prochain rendez-vous, donc, la semaine prochaine, pour une autre émission, que les choses soient dites. Et puis, promis, vous aurez la possibilité, un petit peu plus longuement, de vous exprimer, vous qui êtes à la maison, et surtout, continuez à regarder cette émission, que les choses soient dites. Je sais que vous êtes nombreux à la regarder, mais continuez, puisque cette émission a été pensée, conçue pour vous, Guadeloupéens. Excellente soirée à tous. À vous.